Imaginez être un orphelin qui lutte pour survivre et se faire kidnapper à l'âge de 7 ans. Vous vous diriez, qu'est-ce qui pourrait être pire? Mais ce n'était que le début. Ceux qui vous ont kidnappé étaient des scientifiques fous qui ont expérimenté sur vous, implantant des minéraux de la porte et des cellules de monstres à l'intérieur de vous, vous transformant lentement en chasseur de chimères. Ils vous ont forcé à combattre des monstres pendant 70 ans, et quand votre corps a commencé à s'effondrer, ils vous ont abandonné dans un donjon pour mourir. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient également implanté le pouvoir d'un monstre immortel en vous. Ce pouvoir vous a ranimé et vous a rendu humain. Eh bien, voici l'histoire tragique de notre personnage principal qui se trouve maintenant à la croisée des chemins avec deux voies à suivre, l'une de vengeance et l'autre d'oublier tout pour vivre une vie normale dans le donjon. Si vous pensez que cette histoire est bonne, alors assurez-vous d'aimer et de vous abonner à cette chaîne. Alors commençons. Un jour, une déchirure soudaine est apparue dans le ciel, formant une faille rougeoyante en forme de croix. Ses bords crépitaient d'énergie, rayonnant une lueur inquiétante comme si les cieux eux-mêmes avaient été divisés. En ce jour fatidique, tout a commencé à changer. De la faille inquiétante dans le ciel, une porte s'est ouverte, inondant le monde de chaos. Des essaims de créatures monstrueuses ressemblant à des insectes se sont déversés, leurs ailes battant furieusement alors qu'ils descendaient sur la terre. Et avec leur arrivée, la destruction a suivi. D'au-delà de la faille a émergé un monde qui serait plus tard connu sous le nom de Royaume des démons. De ses profondeurs, des monstres féroces et impitoyables se sont déversés dans le monde humain, leur présence apportant chaos et ruine partout où ils allaient. Dans l'heure la plus sombre de l'humanité, certains individus se sont réveillés avec des capacités extraordinaires. Ces élus, connus sous le nom de chasseurs, se sont levés pour s'opposer à la menace monstrueuse, brandissant des pouvoirs qui défiaient les limites ordinaires. Ces chasseurs étaient des individus qui s'étaient éveillés au pouvoir du mana, leur accordant des capacités extraordinaires qui les distinguaient des humains ordinaires. Avec l'émergence de ces individus habilités, l'humanité a finalement trouvé la force de riposter, lançant une contre-attaque contre les envahisseurs monstrueux. Au fil des années, les cicatrices de la guerre ont lentement commencé à s'estomper. Les villes se sont relevées une fois de plus des décombres, reconstruites sous la lueur chaleureuse d'une nouvelle aube. Bien que d'innombrables défis subsistent, la vie a progressivement retrouvé son rythme. À tout le moins, certaines personnes ont pu récupérer et profiter d'un semblant de normalité. La paix était fragile. La menace n'a jamais vraiment disparu alors que des créatures monstrueuses continuaient d'émerger, forçant l'humanité à rester vigilante et prête au combat. Pour combattre les vagues incessantes de monstres se déversant dans le monde, des guerriers se sont battus avec acharnement, déterminés à tenir la ligne et à protéger l'humanité de l'annihilation. Avec un cri féroce, le guerrier a balancé son arme, frappant l'abomination monstrueuse devant lui, sa gueule béante bordée de crocs irréguliers et remplie d'yeux impassibles. Chaque coup était une tentative désespérée de tenir les horreurs à distance. Malgré leur bravoure, il y avait un problème critique. Le nombre de chasseurs qui ont naturellement éveillé leur pouvoir était bien trop faible pour correspondre à la marée accablante de monstres. Ainsi, en réponse à cette grave pénurie, quelque chose de nouveau a été créé, une force née de la nécessité de s'opposer à la menace incessante. Ce n'était rien de moins que la vie artificielle, des êtres créés par des mains humaines, leurs yeux brillants et leur présence formidable signalant une nouvelle arme dans la lutte pour la survie. Cette création était connue sous le nom de chasseur de chimères, un puissant guerrier artificiel, forgé pour anéantir les monstres avec une précision inégalée et une force dévastatrice. Les expériences utilisaient des matériaux sinistres, des cadavres de condamnés à mort et d'animaux, servant de base à la création de ces guerriers artificiels. Ils ont également incorporé des minéraux rares récoltés dans les profondeurs des portes, leur énergie d'un autre monde servant de composant vital dans le processus de création. Des cellules de monstres ont été ajoutées au mélange, infusant aux créations le pouvoir et la férocité des bêtes même qu'elles étaient conçues pour chasser. Dans une tentative désespérée de survivre, l'humanité a repoussé les limites de la science et de la moralité, fusionnant les restes de bêtes et d'humains dans des laboratoires sinistres pour forger des armes capables d'inverser le cours. Ces avancées ont permis de produire en masse des chasseurs de chimères, assurant une armée stable de guerriers artificiels pour affronter la menace monstrueuse. Cette alliance a été saluée comme la fusion parfaite des communautés scientifiques et de chasseurs, combinant l'intellect et les prouesses au combat pour créer la ligne de défense ultime de l'humanité. Cette collaboration a considérablement réduit les taux de mortalité des chasseurs et a sauvé d'innombrables vies, marquant un tournant dans la bataille de l'humanité pour la survie. Des décennies plus tard, dans le calme de la nuit, un laboratoire de recherche illégale sur les chimères opérait en secret. À l'intérieur, un travailleur fatigué soupira, marmonnant pour lui-même qu'il n'avait plus qu'un seul sujet à vérifier avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Dans le stockage de chimères de haute qualité B18, deux chercheurs se sont déplacés avec prudence dans le couloir faiblement éclairé. L'un d'eux s'est arrêté, éclairant une cellule particulière avec sa lampe de poche. Numéro 17, son bras a l'air un peu pourri, remarqua-t-il avec inquiétude. Un chercheur cria avec urgence, et « Ne t'approche pas de lui ». L'autre, impassible, répondit calmement, « Ça va. Son cerveau est endommagé. Il ne bougera pas sans ordre. » Une créature monstrueuse était enchaînée au sol. Son corps était tordu et contre nature. Son bras droit était grotesquement déformé, suintant d'étranges excroissances.
L'un des chercheurs a braqué une lumière dessus et a dit, son bras droit est complètement foutu. Cela pourrait-il être un effet secondaire de l'expérience? L'un des chercheurs ricana et dit, pourquoi as-tu si peur d'un gars qui ne peut même pas bien voir? Mais alors qu'il parlait, les yeux à pupilles fendues dorées de la créature s'ouvrirent soudainement. L'un des chercheurs balbutia, passons-le grossièrement. À ce rythme, il sera de toute façon mis au rebut. L'autre fit un signe de tête désinvolte et répondit, d'accord, mec. La créature enchaînée était assise silencieusement dans la cellule faiblement éclairée, ses yeux perçants fixés sur les deux chercheurs. Aucun ne parla, l'atmosphère pesante pesant sur eux alors que le son des chaînes résonnait subtilement dans l'air. À l'intérieur du bureau du directeur du laboratoire, une voix froide et détachée déclara, le numéro 17 est maintenant inutile, scellant le sort de la créature sans une once de remords. L'un des scientifiques a rapporté, son corps est trop gravement endommagé. Si c'était un autre, il serait déjà mort. Le directeur du laboratoire, assis derrière son bureau, répondit froidement. Combien de temps lui reste-t-il? L'un des scientifiques a répondu, 1 mois au maximum. L'autre hocha la tête en signe d'accord, ajoutant, je suis d'accord. L'homme sourit légèrement et dit, déployez-le dans cette opération de blocus de la porte. Faites-le garder l'arrière lorsque les chasseurs se retirent. Sous la faible lumière froide, la bête enchaînée gisait battue et ensanglantée. Les directeurs ont ordonné aux chercheurs de ne pas entrer de commande de retour. Au loin, dans le ciel brûlant de la région des montagnes rocheuses du royaume des démons, le sol s'est fissuré sous une silhouette solitaire. Des traînées dorées de puissance ont éclaté dans l'air. Du ciel rouge au-dessus, une bête massive aux écailles dorées a plongé avec ses mâchoires grandes ouvertes, les dents scintillantes menaçantes. Son rugissement a secoué les cieux alors qu'il descendait sur la silhouette cornue en contrebas. Numéro 17 se prépara, ses jambes griffues s'enfonçant dans le sol tandis qu'une énergie dorée tourbillonnait autour de lui. Le sang coulait sur son dos, mais ses yeux étaient féroces. La bête dorée se rua, mais numéro 17 balança son énorme griffe et la déchiqueta en plein vol. Soudain, le sol autour de lui se brisa violemment alors que des projectiles enflammés pleuvaient. Des explosions remplirent le champ de bataille de fumée et de feu, mais numéro 17 resta debout, les yeux fixés droit devant. De la terre craquelée, une plante monstrueuse ressemblant à une bête surgit, rugissant tandis que des vignes venimeuses fouettaient l'extérieur. Le sol trembla, mais le numéro 17 aux cheveux blancs ne broncha pas. Ses énormes membres griffus écrasèrent la terre tandis que ses yeux brillants irradiaient une intention meurtrière. Avec une explosion de puissance, il se lança dans le ciel, laissant une traînée flamboyante derrière lui. La bête végétale recula de peur, mais il était trop tard. En plein vol, le numéro 17 se tordit et frappa, ses griffes tranchant le monstre, des morceaux de chair rouge pleuvant sur le champ de bataille. Des explosions secouèrent le champ de bataille, des débris volant partout. Le numéro 17 ouvrit grand ses mâchoires, des rangées de dents acérées scintillant tandis qu'un éclair bleu jaillissait autour d'elle. Dans sa gueule, une sphère d'énergie incandescente se forma, s'accumulant pour une attaque mortelle. Un éclair bleu jaillit de sa gueule, jaillissant comme une lance de destruction pure. Le rayon frappa sa cible directement, brûlant tout sur son passage. La créature fut avalée dans la lumière aveuglante, son corps se convulsant alors qu'elle laissait échapper un cri terrible. Des étincelles crépitèrent sur son corps jusqu'à ce qu'il semble prêt à se déchirer de l'intérieur. Le champ de bataille était en ruine. Des traînées d'éclairs crépitaient encore dans l'air alors que la poussière retombait. Le groupe fixa la silhouette solitaire devant, leur regard rempli d'admiration. Incroyable. L'un d'eux souffla, incapable de cacher son étonnement. Anéantir autant de monstres avec une seule attaque, remarqua un autre. Sa voix teintée de respect comme on peut s'y attendre d'un chasseur de chimères de classe S. L'homme jeta un coup d'œil au portail enflammé tourbillonnant au loin, son expression tendue. Au fait, il n'y a aucun signe de fermeture de la porte. C'est le 3e jour, dit-il gravement. Mais alors, un autre gars d'un ton plus calme lui dit de ne pas trop s'inquiéter en disant que, peu importe le nombre de monstres qui se déversent, tant que nous avons cette chimère de classe S, nous pouvons tenir indéfiniment, déclara-t-il avec confiance. Mais alors qu'il parlait, une masse imposante de monstres surgit comme un raz de marée sombre se dirigeant vers le numéro 17 debout avec défi au sommet. Cet homme serra fermement son arme, l'acier brillant sous le ciel cramoisi inquiétant. Nous devons juste, marmonna-t-il, se préparant à ce qui allait arriver. Nous devons juste, dit-il, avant de balancer sa lame dans un arc rapide et mortel. Du sang vert éclaboussa alors que le monstre était fendu. Occupez-vous des traînards qui passent. La porte palpitait de façon inquiétante, son obscurité tourbillonnante encadrée par une lueur cramoisie flamboyante. Un malaise emplit l'air comme si le portail lui-même était vivant et attendait de déchaîner ce qui se trouvait au-delà. Une voix retentit d'urgence. Signal de disparition de la porte rouge confirmé. La tension dans l'air s'épaissit alors que l'homme au long manteau resserrait son emprise sur son arme. Ses yeux se fixèrent vers l'avant. C'est ici, dit-il, son ton calme mais bordé d'anticipation alors que les derniers vestiges des monstres tués jonchaient le sol autour d'eux. Très bien. Retraite. Tout le monde, sortez par la porte. L'ordre retentit avec urgence alors que des bottes martelaient le sol, leurs porteurs sprintant vers la sécurité avant que le portail ne se ferme. Un poing serré s'écrasa vers l'avant avec une force explosive. L'impact brisant la surface,
Il frappa alors que des ondes de choc se propageaient vers l'extérieur. Le numéro 17 continua de se battre. Une créature massive rouge et bleue attaqua férocement, ses griffes frappant le numéro 17 au sol. 2 chasseurs s'éloignèrent en courant de la scène. L'une d'elles, une femme aux cheveux roux, cria « Attendez. On ne prend pas ce numéro 17 ?» L'homme aux cheveux noirs à côté d'elle répondit sans ralentir. Ils ont dit de ne pas le récupérer. La femme aux cheveux roux questionna avec incrédulité « N'est-ce pas cher ?» Pendant ce temps, le numéro 17 avec des yeux jaunes perçants luttait sous l'emprise écrasante de l'énorme griffe rouge et bleue. Ils ont dit que sa durée de vie était de toute façon terminée, répondit la voix détachée de l'homme. Alors qu'il sprintait vers la porte, la voix de la femme aux cheveux roux vacilla de culpabilité. Je me sens un peu mal. Sans lui, les dégâts auraient été immenses cette fois-ci. L'homme aux cheveux noirs lui jeta un regard de côté et répondit brusquement, pourquoi s'inquiéter inutilement? Vous savez que ces gars sont pratiquement inorganiques. Ces mots étaient froids, effaçant tout sentiment d'individualité. Le numéro 17 était piégé dans une emprise écrasante, du sang dégoulinant là où les griffes s'enfonçaient dans sa chair. La prise de l'ennemi était inflexible comme s'il était déterminé à ne jamais le lâcher. Mais d'un seul coup brutal, le numéro 17 arracha le membre, pulvérisant du liquide blanc dans l'air. La silhouette imbibée de sang, les cheveux fouettant sauvagement, se tenait bien droite malgré le chaos. Dans le silence qui suivit, une seule vérité résonna dans l'esprit du numéro 17, ce sont des monstres. La mission était simple. Protéger les arrières du chasseur à tout prix. La bataille fit rage. Le numéro 17 déchira les ennemis, des membres sectionnés volant à travers le sol. Il resta ferme, tenant la ligne pour que les autres puissent avancer en toute sécurité. Une mâchoire monstrueuse se jeta sur lui, des yeux brillants remplis de faim. Mais avant qu'il ne puisse mordre, un éclair bleu crépita dans l'obscurité. La puissance jaillit du numéro 17, une sphère d'énergie flambant dans sa main. Son œil doré brilla férocement sous sa couronne cornue alors qu'il libérait une explosion colossale d'énergie bleue et blanche. Le sol s'ouvrit, des débris volant ou alors que le faisceau destructeur déchira tout sur son passage. Même si la fumée et les éclairs remplissaient le champ de bataille, une voix calme résonna dans son esprit. Tu comprends? Enveloppé d'une brume verte et toxique, le numéro 17 titubait, saignant abondamment. Du sang coulait de ses dents acérées, ses griffes toujours levées, refusant de se rendre. À travers la brume, les mots pulsaient dans sa tête. Il n'y a rien d'autre. Quand la mission est finie, tu ne reviens pas. La communication crépitait avec le rapport froid du numéro 17. Route de repli sécurisée. Sa griffe sectionnée tomba lourdement au sol, sans vie. La mission était terminée. Autour de lui, le champ de bataille était couvert de sang de monstres verts, des corps entassés en tas brisés. Au centre, le numéro 17 gisait meurtri et mourant, tandis que les restes d'une griffe sectionnée reposaient à côté de lui avec un énorme slime recouvrant le numéro 17 se profilait dans la lumière. Ses dents acérées étaient découvertes alors qu'un épais fluide vert coulait de son corps. Dans son esprit, une voix lui a dit que le retour n'est pas permis. En ce jour, le rapport de mission finale pour le chasseur de chimères numéro 17, qui a rencontré sa fin, a été enregistré comme suit. Nombre de décès de chasseurs, 0. Le champ de bataille était jonché des cadavres d'innombrables monstres, leurs formes tordues éparpillées en tas sur la terre craquelée. Au premier plan, le corps segmenté massif d'une créature tuée gisait immobile, du sang vert s'accumulant en dessous. Au centre du carnage, une silhouette solitaire restait immobile, entourée des restes du combat brutal. La menace autrefois imposante avait été éradiquée, ne laissant que le silence dans son sillage. Nombre total de monstres maîtrisés, 1823. Le nombre stupéfiant témoignait de l'ampleur de la bataille, un chasseur contre une marée écrasante de monstruosité, ne laissant derrière lui que du carnage. Au moment de sa mort, dans l'esprit du numéro 17, des fragments d'un passé non enregistré ont commencé à faire surface. Il se rappelait qu'il avait été un humain complet et qu'il avait été enlevé à l'âge de 9 ans. À partir de ce souvenir, un panorama de la vie du numéro 17 a commencé à défiler devant ses yeux. Malheureusement, le cerveau endommagé du numéro 17 ne pouvait pas pleinement comprendre la signification derrière ces scènes. Il regardait calmement le déroulement de sa vie passée. Il y a 79 ans, à l'orphelinat du district 13, un homme se tenait dehors en tenant un bébé. En regardant l'enfant, il lut doucement, le nom de l'enfant est il y a 70 ans. Un garçon était assis silencieusement sur une chaise, la tête baissée. Un homme se tenait devant lui, grondant. Tu as frappé un ami avec une pierre parce qu'il s'est un peu moqué de toi? Combien de fois cela s'est-il produit maintenant? Le garçon resta silencieux. La neige tombait doucement dehors alors que les portes claquaient avec un grand bruit. On ne peut plus te garder. Avec ces mots résonnant dans son esprit, le garçon sortit dans la neige qui tombait, les bras croisés contre le froid, laissant l'orphelinat derrière lui. Le garçon s'effondra face contre terre dans la neige, sa respiration visible dans l'air froid. Une ombre imposante s'étendait sur lui, laissant entrevoir quelqu'un ou quelque chose qui s'approchait. L'un des hommes ricana, faisant remarquer que dans les bidonvilles, on pouvait trouver des enfants qui roulaient dans la neige. Une autre voix suivit, froide et transactionnelle, demandant « Combien coûte tout ça ?» Attaché à une table métallique froide, le garçon gisait immobile, ses membres liés par des attaches et des électrodes fixées à sa peau.
Sa bouche était bâillonnée, empêchant tout appel à l'aide. Une main gantée se profilait au-dessus de lui, tenant une seringue remplie d'un mystérieux liquide violet. De quelque part dans la pièce, une voix interrogea avec un détachement glaçant, « Est-ce un nouveau sujet expérimental dans un laboratoire faiblement éclairé ?» Plusieurs scientifiques se tenaient autour du garçon ligoté, discutant de son identité avec un détachement clinique. « Quel numéro ?» demanda l'un. « C'est le numéro 17, » répondit un autre sans hésitation. Une observation silencieuse suivit, teintée d'une sombre certitude. Des sorts ont dû être lancés pour s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de s'échapper. L'un des scientifiques masqués donna un ordre bref. « D'accord. Enregistrez-le. » Un autre, tenant un presse-papier, nota d'un ton clinique. Numéro 17, injection de cellules larvaires de ver à soie de classe S+. La main ligotée du numéro 17 se contracta violemment. Le tatouage noir contrastait fortement avec sa peau pâle. L'un des observateurs parla avec une anticipation clinique. Regardons maintenant. Quel type de réaction apparaîtra? L'un des chercheurs regarda les lectures avec incrédulité. Aucun effet secondaire. Un autre observa le garçon ligoté sur la chaise et ajouta, une capacité spéciale est apparue, mais sa forme humaine et son ego sont maintenus. L'un des chercheurs examina attentivement les données et remarqua, il semble avoir une constitution unique. Un autre, avec un ton froid et clinique, ordonna, continuez à implanter diverses choses jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Le groupe de scientifiques se rassembla étroitement sous la dure lumière blanche, leurs blouses de laboratoire formant un mur de secret. Quoi qu'ils observent, cela semblait exiger toute leur attention. L'air du laboratoire faiblement éclairé était chargé de tension. Puis, il y a 64 ans, au milieu d'une pièce délabrée, le numéro 17 se tenait ferme, de l'énergie rayonnant dans une sphère bleue brillante entre ses mains. Le sol sous lui se fissura sous la force, tandis que derrière lui, deux personnages se débattaient, l'un toussant sur le sol et l'autre se recroquevillant de peur. Devant lui, une bête à la fourrure dorée et à la crête hérissée se profilait, la tension entre crépitant dans l'air. Une énorme créature ressemblant à un insecte à cornes avec un corps blindé jaune et noir chargea vers l'avant à pleine vitesse. Ses mâchoires acérées étaient grandes ouvertes dans un rugissement sauvage. Des crocs acérés découverts, et ses ailes tranchantes fendaient l'air alors qu'il se précipitait vers sa cible avec une intention mortelle. Le paysage urbain flou derrière lui rendait sa vitesse et sa férocité encore plus terrifiantes. L'horrible frelon monstrueux se jeta en avant avec une vitesse aveuglante, mais soudain une sphère brillante d'énergie bleue se dirigea vers lui. La lumière intense illumina ses mâchoires menaçantes et son dard menaçant quelques instants avant l'impact inévitable. Le numéro 17 étendit sa main gantée vers la force entrante, l'énergie bleue tourbillonnant violemment à son commandement. Des étincelles de flammes dansaient le long de son bras, et le sol sous ses pieds se fissura et se brisa sous la puissance brute rayonnant vers l'extérieur. La femme, serrant une jeune fille dans ses bras, leva les yeux avec un sourire de soulagement. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'elle a dit « Merci de m'avoir sauvé ». La peur dans ses yeux a été lentement remplacée par de la gratitude tandis que l'enfant s'accrochait à elle silencieusement, toujours méfiante de leur environnement. L'un des hommes en uniforme, les épaules lourdes de culpabilité, regarda le numéro 17 et dit « Je suis désolé de faire peser un tel fardeau sur un enfant comme toi ». Numéro 17, le visage calme et la voix stable, répondit simplement « Ça va ». La scène s'est déplacée vers une paire de bottes noires robustes foulant le sol fissuré. Les mots « Il y a 59 ans », marquant le moment. Numéro 17 se tenait au milieu d'un champ de bataille en ruine, entouré de débris brisés, de membres coupés de créatures monstrueuses et de cratères incrustés dans le sol. Son esprit était embrumé. Ses pensées fragmentées. Pourquoi suis-je ici? La question résonna dans sa tête alors qu'il luttait pour se souvenir de quoi que ce soit. Qu'est-ce que je faisais à l'instant? Se demanda-t-il, fixant le carnage autour de lui comme si un élément essentiel de sa mémoire venait de s'échapper. De derrière, un homme en blouse blanche avec des lunettes rondes l'appela « Oh, numéro 17, pourquoi t'es-tu arrêté ?» Il y avait une curiosité faible, presque moqueuse dans son ton alors qu'il ajoutait « Ta mémoire s'est-elle embrouillée ?» Son attitude calme contrastait fortement avec le champ de bataille chaotique qui les entourait. L'homme en blouse blanche écarta les bras, le visage illuminé d'une excitation troublante. « Tes effets secondaires ont enfin commencé », déclara-t-il presque joyeusement. Se tenant à une courte distance, le numéro 17 le regarda avec confusion. Ses pensées étaient embrumées. « Effets secondaires » fait-il écho silencieusement, incertain de ce que voulait dire le scientifique. L'homme en blouse de laboratoire a soigneusement documenté ses observations, notant, à la suite de l'implantation de plus de 500 types de cellules de monstres pendant 15 ans, il y a 54 ans, au plus profond d'un laboratoire secret, des expériences incessantes ont eu lieu. Le résultat a été extraordinaire. Un être doté d'une puissance incommensurable, possédant au moins une classification de chasseur de rang S, sa véritable force pratiquement incalculable. Maintenant lié par de lourdes chaînes et trempé dans le sang, le numéro 17 était assis, retenu sur une chaise, son aura monstrueuse rayonnant dans la faible lumière. Le scientifique, incapable de cacher sa fierté maniaque, l'a déclaré le plus grand succès du laboratoire. Il y a 20 ans, une main gantée tendait un morceau de viande crue, le geste délibéré et flatteur. D'accord. Numéro 17, bon garçon, appela la voix doucement,
comme si elle parlait à quelque chose de dangereux qui avait besoin d'être manipulé avec soin. La jeune femme recula sous le choc alors qu'une grande créature ressemblant à un oiseau avec des traits nets et des yeux orange flamboyants se précipitait vers elle. « Ouais » s'exclama-t-elle, s'éloignant instinctivement du mouvement agressif soudain. La femme s'accroupit à courte distance, souriant de satisfaction. « Tu vois, je t'avais dit qu'il mangerait, » dit-elle, regardant la créature dévorer son repas. Ce monstre était le numéro 17 à proximité. Une mère s'est détournée avec dégoût. C'est dégoûtant. Un homme a doucement couvert les yeux de son jeune fils. Ne regarde pas des choses comme ça, dit-il fermement. Il y a 3 jours, une vague d'énergie aveuglante a éclaté dans les airs, fendant le ciel d'une lumière crépitante. Les yeux dorés du numéro 17 s'écarquillèrent, reflétant la tempête de puissance alors que des arcs d'électricité dansaient violemment autour d'elle. Le numéro 17 massif et grotesque laissa échapper un dernier rugissement obsédant alors que son corps commençait à se dissoudre en fragments de lumière. Sa voix qui s'estompait résonna dans l'air, répétant d'un ton mécanique brisé, « Toutes les missions sont terminées ». Alors que le soleil se couchait à l'horizon, ses rayons dorés illuminaient un vaste gouffre déchiqueté qui traversait la terre aride. Le sol était jonché d'os et de restes des déchus, un témoignage silencieux de la dévastation qui s'était déroulée ici. Un vent obsédant chuchotait à travers le canyon, emportant avec lui les échos de batailles lointaines. Au milieu de l'étendue désolée, un seul os usé gisait à moitié enfoui dans la poussière. L'os se déplaça soudainement, raclant la terre sèche comme s'il était agité par une force invisible. En un instant, avec un pilier de lumière aveuglant, cet os jaillit du sol, traversant l'obscurité et perçant le ciel. Une colonne vertébrale massive débordant d'énergie crépitante jaillit de la terre, chaque segment palpitant d'une vitalité contre nature. La narration résonna de manière inquiétante. Ce n'était pas une relique ordinaire. Il contenait la puissance combinée de 527 types différents de cellules de monstres. Une fusion grotesque des forces d'innombrables créatures. Son squelette continua de s'assembler, les côtes se verrouillant autour d'un noyau sombre et palpitant. Cette abomination n'était pas un simple monstre, mais le Shimra Hunter numéro 17, une arme forgée à partir des cellules de centaines de bêtes mortelles, renaissant dans un seul but. De sa colonne vertébrale et de ses côtes, des cordes musculaires sinueuses ont commencé à se tisser, se tordant et se liant ensemble avec une vitesse contre nature. Les os autrefois sans vie pulsaient d'une vitalité grotesque, chaque fibre débordant d'une puissance monstrueuse alors que le corps de la créature prenait forme. Une explosion aveuglante éclata, inondant l'obscurité d'une lumière brûlante. Puis des pieds nus touchèrent doucement le sol fissuré, l'air autour d'eux étant encore brumeux de fumée persistante de l'explosion. Il baissa les yeux sur ses mains avec incrédulité, sa voix tremblant. Qu'est-ce que c'est? La chaleur inconnue de la chair remplaçant ce qu'il avait été autrefois. Un voile de confusion remplit son esprit alors qu'il examinait son corps transformé. Humain à nouveau maintenant? Se demanda-t-il, les mots à peine plus qu'un murmure. Baigné dans la lueur chaude du soleil levant, il se tenait au centre de la terre aride, son ombre s'étendant sur la longue terre craquelée. L'arche de pierre massive encadrait la lumière derrière lui comme si le monde lui-même annonçait son retour. Renaissance. L'homme se tenait là, se regardant avec incrédulité. Sa voix tremblait alors qu'il se demandait s'il était vraiment redevenu humain. Il regarda sa main, remarquant les griffes monstrueuses qui s'étaient formées. Bien qu'il ait l'air humain, il réalisa que les cellules de monstre en lui étaient toujours là, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas vraiment se dire humain. Réfléchissant à la situation, il pensa que beaucoup de temps avait dû passer. Et comme le laboratoire n'était pas venu le chercher, quelque chose d'inhabituel se passait. Il réalisa qu'il avait été mis au rebut. Le numéro expérimental autrefois gravé sur son poignet avait également disparu. Regardant sa main, il se demanda si cela signifiait qu'il était enfin libre, n'étant plus lié au laboratoire ou à son contrôle. En pensant à la nature de ce pouvoir, il en conclut qu'une telle transformation ne pouvait appartenir qu'à une capacité de type immortel. Il comprit la nature de cette capacité. Elle permettait au corps de revivre jusqu'à 3 fois tant que son noyau restait intact et n'était pas détruit. Il se rappela qu'on pensait que les cellules humaines et immortelles ne pourraient jamais fusionner. Pourtant, en se regardant maintenant, il réalisa que son corps s'était complètement rétabli, restauré à son apogée. Il réalisa qu'avec tous les effets secondaires de l'expérience disparue, son état avait atteint son meilleur niveau. Le voile constant qui obscurcissait son esprit depuis le début s'était enfin levé. Même les sorts gravés sur lui pour empêcher l'évasion ou la rébellion avaient complètement disparu. Il pensa que si son existence en tant que numéro 17 était vraiment terminée, alors il était peut-être enfin temps pour lui de vivre une vie normale en tant qu'humain. Il réalisa que le numéro 17 n'était rien de plus qu'une étiquette forcée par le laboratoire. Sa véritable identité avait été enfouie sous ce numéro. Il se souvenait de quelqu'un lui disant un jour que, bien qu'il puisse paraître rude ou même instable, il devait s'efforcer de vivre avec un but en aidant consciemment les autres. Il se rappela les mots qui lui avaient été adressés. S'il pouvait vivre une vie à aider d'innombrables personnes, cela lui donnerait un véritable but. Et à ce moment-là, son nom d'origine lui revint, Shaon Do-won. Il se moqua de l'idée, la qualifiant d'absurde. Pour lui, l'idée d'aider les autres semblait dénuée de sens. Après tout, comment un orphelin qui a grandi dans les bidonvilles pourrait-il être capable de sauver qui que ce soit d'autre? Ça n'avait pas de sens.
Il se tenait au bord de la falaise, fixant le vaste horizon alors que le soleil se couchait, les pensées lourdes. Il se demanda quel chemin il devait emprunter maintenant. L'idée de vengeance résonna dans son esprit, le tentant comme une réponse possible. Il réalisa que la vengeance n'était pas quelque chose qu'il pouvait poursuivre aveuglément. Elle exigeait une cible claire se tenant devant lui, quelqu'un sur qui concentrer cette rage. Il s'avoua que les événements qui avaient autrefois alimenté sa haine lui semblaient maintenant si lointains que son désir de vengeance ne brûlait plus aussi intensément. De plus, il n'y avait aucun moyen pour lui de retourner dans le monde des humains à ce moment-là. Il décida que s'il vivait assez longtemps, il finirait par recroiser leur chemin. Pour l'instant, il repoussa cette pensée, se disant qu'il s'en occuperait le moment venu. Il plissa les yeux, son regard ferme et concentré alors qu'il baissait les yeux sur le bas de son corps. Il se tenait droit, dos au soleil couchant, sa lumière le traversant, projetant une silhouette puissante. En silence, il fit face à l'horizon, perdu dans ses pensées sur le chemin incertain qui l'attendait. Enfin, il fit son choix. Pour le moment, il décida de mettre tout le reste de côté et d'essayer de vivre, au moins un peu, comme un humain. Alors qu'il faisait ses premiers pas en avant, une pensée simple mais importante lui traversa l'esprit. S'il allait vivre comme un humain, la première chose dont il avait besoin, c'était des vêtements. Alors qu'il marchait à travers cette terre aride, il se demanda, à quand remontait la dernière fois qu'il avait même porté des vêtements? Cette pensée lui semblait lointaine, presque étrangère après tout ce qu'il avait traversé. Alors qu'il errait près du lac scintillant, il se demanda quels matériaux il pourrait bien utiliser pour fabriquer des vêtements. Cette pensée persista dans son esprit. Quel que soit ce que c'était, il faudrait que ce soit assez résistant pour durer. Jetant un coup d'œil à travers les buissons, il considéra sa prochaine étape. Peut-être valait-il mieux fouiller les environs à la recherche de quelque chose d'utile, tout ce qui pourrait servir de matériau pour les vêtements. Alors qu'il cherchait, quelque chose attira son attention. Avec un regard curieux, il se pencha plus près et murmura, c'est il tomba sur le corps tombé d'une grande bête. Observant son état, il se demanda si elle était morte dans un conflit territorial. À en juger par le manque de blessures majeures, il en conclut que cela devait être une créature exceptionnellement forte. En regardant de plus près la créature, il réalisa la vérité. Elle n'était pas tombée au combat. Au lieu de cela, elle devait être morte d'un poison. Il sourit avec satisfaction et leva la main. Bien, murmura-t-il, soulagé. C'était le moment idéal. Juste au moment où il avait besoin de cuire, sans hésitation, il dégaina sa lame. Alors que les étincelles d'énergie jaillissaient, sa main se transforma en lame. C'était un autre pouvoir de créature qu'il avait obtenu. Tenant fermement la lame courbée, il murmura avec un léger sourire. Je suppose que j'aurai besoin d'une lame pour faciliter les choses. N'est-ce pas? Il se rappela les leçons qu'il avait apprises au laboratoire. D'abord, couper le ventre droit, puis faire des incisions le long des membres. N'est-ce pas? Il murmura pour lui-même, visualisant les étapes dans son esprit. Avec un regard déterminé, il hocha la tête et dit, d'accord. Essayons. Alors qu'il enfonçait la lame, du sang s'échappa de façon inattendue, faisant écarquiller ses yeux sous le choc. Et la seconde suivante, son corps fut soudainement enveloppé d'une vague de gaz noir qui sortait du corps de cet oiseau. Les yeux plissés, il murmura avec incrédulité. C'est l'air autour de lui se tordit violemment alors qu'un miasme sinistre se répandait. Ses yeux s'écarquillèrent de réalisation, aura empoisonnée. Le sol s'assombrit, les arbres se flétrirent, et même la bête tombée à proximité fut prise de convulsions sous l'énergie suffocante. Malgré l'aura empoisonnée tourbillonnant violemment autour de lui, son corps resta complètement indemne. Aucun dommage. Regardant la faible puanteur dans l'air, il murmura calmement, ça sent. Je vais devoir le laver. Après avoir terminé sa tâche, il regarda son travail avec satisfaction. C'est fait. Pas mal pour un premier essai, n'est-ce pas? Remarqua-t-il fièrement. Puis, sans hésitation, il tourna son regard vers l'avant et murmura, suivant. Il entra dans le ruisseau clair, l'eau fraîche ondulant autour de sa main alors que des bulles montaient à la surface à chaque mouvement. Après l'avoir nettoyée, il examina la peau dans sa main, perplexe. Elle avait l'air douce quand je l'ai vue, murmura-t-il en tirant sur le matériau. Mais en testant sa texture, il fronça les sourcils. C'est parce que c'est de la peau de monstre. C'est trop rigide. On dirait pas une plaque de métal. Ses yeux s'écarquillèrent quand une idée le frappa soudainement, une étincelle de réalisation illuminant son expression. Ah, dans des moments comme ça, s'exclama-t-il, ayant clairement pensé à une solution. Sans hésitation, il frappa répétitivement la peau de monstre avec son poing, utilisant la force brute pour l'adoucir et la façonner. Le sol trembla à chaque coup puissant. Haletant légèrement, il jeta un coup d'œil à son travail et murmura, c'est comme ça qu'on tanne? Il n'était pas entièrement sûr du processus, mais raisonnant à voix haute, il ajouta, eh bien, ça doit être ça. Il souleva la peau traitée dans ses mains, lui donnant une légère secousse. Un sourire radieux se répandit sur son visage en pensant, oh, c'est fait. C'est doux. La peau de monstre autrefois rigide s'était transformée en un matériau lisse et souple comme il l'avait espéré. Il hocha la tête avec satisfaction, tenant la peau tannée. Bien, murmura-t-il. La taille devrait être à peu près celle-ci. Pas vrai? Tout semblait se mettre en place comme il l'avait imaginé. Juste à ce moment-là,
La bête oiseau qu'il venait de dépouiller, un petit feu s'éveilla dessus montrant qu'elle est vivante. Après avoir coupé la peau grossièrement à la bonne taille, il l'atteint avec détermination. Mais ensuite, la créature ardente émergea de manière inattendue du sol, le regardant avec une intensité féroce. Il ne remarqua pas cela, et avec un éclat de force, il serra fermement son poing autour de la peau, la force rayonnant vers l'extérieur alors que le tissu se déchirait sous la pression, montrant sa détermination absolue. Il glissa la peau en place, l'ajustant autour de son corps avec une traction ferme. En regardant le résultat, il sourit légèrement et murmura, « Pas mal », clairement satisfait de son travail. Se tenant grand sous le ciel bleu clair, il admira son travail. Le vêtement de fortune grossier s'accrochait confortablement à son corps alors qu'il serrait la ceinture autour de sa taille. Avec un sourire satisfait, il déclara, « Il épouse parfaitement mon corps ». Alors qu'il ajustait ses nouveaux vêtements grossiers, il remarqua une étrange sensation dans son épaule. En écartant le tissu, ses yeux se plissèrent à la vue d'une marque violet foncé se répandant faiblement sur sa peau. L'examinant de près, son expression devint sérieuse en réalisant que le poison ne s'était pas complètement drainé. Il laissa échapper une pensée en sachant que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Alors qu'il soupirait d'ennui, décidant de simplement porter ses vêtements de fortune malgré l'inconfort, un son étrange attira son attention. Surpris, il se tourna vers la source et se figea. Au bord de l'eau, la créature qu'il croyait morte depuis longtemps s'agita soudainement, des flammes vacillant faiblement de sa tête. Avec un regard perplexe, il murmura, « Quoi? N'était-elle pas morte ?» La créature halta et s'étouffa soudainement, ses deux têtes enflammées se contractant comme si elle était en détresse. Malgré son état de faiblesse, elle semblait réagir à sa présence, presque comme si elle pouvait le comprendre. Observant l'étrange créature se débattre mais toujours vivante, il se frotta le menton pensivement. Voyant qu'elle est vivante malgré la rigor mortis, il murmura, en plissant les yeux. Celle-ci doit être un type immortel aussi. Il regarda la créature en difficulté, ses flammes vacillant faiblement. Si c'était avant, je l'aurais tué sans hésitation parce que j'étais un chasseur. Mais maintenant, alors qu'il l'étudiait de plus près, il réalisa que l'adversaire est déjà affaibli et n'est même pas une menace. Il n'y a pas besoin de la tuer. Il regarda la créature affaiblie et sourit doucement. Toi et moi sommes chanceux. Puisqu'il s'agit de notre deuxième vie, vivons bien. Alors qu'il se retournait et s'éloignait, il jeta un dernier coup d'œil en arrière. Si le destin le permet, nous nous reverrons quelque part, dit-il calmement. La créature affaiblie resta en silence, son regard ardent le suivant alors qu'il disparaissait au loin. Des pas nus résonnèrent doucement contre le sol rocheux alors qu'il émergeait lentement des ombres, chaque pas portant un poids étrange dans le silence. Maintenant qu'il avait réussi à s'occuper de ses vêtements, il avança avec détermination. Ce dont il avait besoin ensuite était clair. « J'ai besoin d'une maison », pensa-t-il, planifiant déjà sa prochaine étape pour survivre. Soudain, le sol sous lui commença à se fissurer, de faibles étincelles jaillissant alors que la pierre se fendait. Quelque chose était sur le point d'émerger d'en bas. Avec un cri assourdissant, un monstre colossal ressemblant à un centipède jaillit, ses mandibules acérées claquant et ses nombreuses pattes griffant le sol. L'homme se tenait calmement, les mains croisées derrière le dos, regardant la créature imposante sans une once de peur. Le monstrueux mille pattes se dressait au-dessus, ses griffes acérées scintillant d'une manière menaçante alors qu'il se préparait à frapper. D'en bas, l'homme se tenait ferme, regardant la bête imposante avec un calme inébranlable, sa posture inébranlable malgré la vue terrifiante. Le jeune homme leva les yeux vers la créature imposante avec des yeux calmes, inclinant légèrement la tête en demandant, presque avec désinvolture, « Est-ce trop sombre ici ?» D'un seul geste de son bras, le jeune homme déclencha une frappe dévastatrice. Un arc de force acéré traversa l'air, tranchant proprement le corps du monstrueux mille pattes. Du sang vert gicla sauvagement alors que la bête hurlait d'agonie, sa forme massive reculant sous la puissance écrasante de son attaque. Le jeune homme tourna calmement le dos. Les mains croisées proprement derrière lui, il se dirigea vers la lumière au bout du tunnel. Sa voix était froide et indifférente lorsqu'il rejeta la créature déchue avec un seul mot, « rejeté ». Puis il alla dans une montagne enneigée. Un vent froid balayait les montagnes, emportant avec lui une rafale de neige incessante. Leur grande bête à la fourrure blanche et au visage bleu gisait dans la neige, la bouche grande ouverte et un cri rempli de crocs acérés. Des flocons de neige tombèrent autour alors qu'elle se débattait. Notre MC passa devant les bêtes des neiges tombées gisant sur le sol. En regardant la terre gelée désolée autour de lui, il pensa qu'il serait difficile de trouver de la nourriture dans un tel endroit. Donc cet endroit a également été rejeté. Il traversa ensuite la forêt dense, et soudain il plissa le nez de dégoût. L'odeur nauséabonde dans l'air le fit froncer les sourcils, et il marmonna en lui-même à quel point l'odeur était insupportable. Ça a aussi été rejeté. Puis, il est entré dans une grotte sombre. Remarquant les murs humides et le liquide vert et collant qui dégoulinait d'en haut, l'air semblait lourd et humide, le faisant froncer les sourcils d'inconfort alors qu'il marmonnait pour lui-même que l'endroit était bien trop humide. This was also rejected. Il a quitté la grotte humide, pour se retrouver dans un autre endroit où des ruisseaux de lave brillaient intensément. La chaleur intense le pressait, et avec un soupir las, il murmura qu'il faisait une chaleur insupportable. Il l'a également rejeté. Sortant au grand air,
il fut accueilli par un ciel bleu clair et la lumière chaude du soleil qui se déversait. Debout sur le bord d'une falaise rocheuse, il regarda autour de lui avec surprise et murmura doucement, « Oh !» alors que la luminosité l'envahissait. Debout au sommet de la falaise, il contemplait le spectacle à couper le souffle qui s'offrait à lui, une verdure luxuriante, des cascades et un arc-en-ciel scintillant au soleil. Avec un soupçon de surprise, il s'avoua que le paysage était assez impressionnant. Il n'aurait jamais pensé qu'il trouverait un jour le royaume des démons magnifique. Regardant le paysage paisible, il se demanda à voix haute s'il devait explorer davantage. Sans hésitation, il sauta avec grâce de la falaise, prêt à regarder un peu plus autour de lui. Il atterrit avec force, le sol se fissurant sous lui alors que la poussière et les débris se dispersaient. L'impact fit trembler la terre, montrant la force pure derrière son saut. Il se tenait au bord de l'eau, regardant la surface claire. Sous les douces ondulations, des bancs de poissons nageaient librement. Observant la scène, il nota que l'eau était propre et pleine de vie avec beaucoup de poissons à trouver. Dessous la surface, des poissons aux dents pointues bondirent vers le haut avec des regards menaçants, leurs mâchoires grandes ouvertes. En les regardant, il pensa qu'ils avaient l'air plutôt délicieux. Il imagina que s'il en attrapait un et le faisait rôtir sur place, il se sentirait comme en camping. Il se frotta le menton pensivement, imaginant une vie simple au bord de l'eau. Avec l'abondance de poissons agissant comme une source de nourriture naturelle, il s'imaginait construire une petite maison, assis dehors près d'un feu de camp, et vivre paisiblement dans la région. Alors qu'il marchait plus loin, ses yeux furent attirés par des fleurs jaunes vives qui s'épanouissaient sous le ciel clair. Alors qu'il continuait à marcher, il remarqua le parfum frais porté par la brise. Debout parmi les grands arbres avec la lumière du soleil filtrant doucement à travers les feuilles, il prit une profonde inspiration de l'air frais. Entouré de fleurs et de verdure, il ressentit un sentiment de paix et pensa simplement, « Bien ». Avec un sourire calme, il leva les yeux vers la lumière du soleil qui traversait les feuilles au-dessus. Se sentant en paix, il imagina doucement le nom de sa future maison, la maison de Shondowon. Alors que les feuilles bruissaient doucement des arbres, un seul mot sembla résonner dans l'air, « Approuvé ». Au même moment, dans ce donjon sous le ciel bleu, des feuilles dérivaient doucement à travers les plaines ouvertes. La terre s'étendait au loin avec des montagnes se dressant faiblement à l'horizon comme si elles marquaient le début d'un nouveau voyage. Soudain, des fissures commencèrent à se répandre dans l'espace. Les fissures dans l'espace s'ouvrirent grand, libérant une lumière bleue aveuglante. En un instant, un vortex tourbillonnant apparut, se tordant violemment comme s'il déchirait l'espace lui-même, prêt à connecter cette terre à un autre royaume. Avec un fracas retentissant, quelque chose sort du vortex et s'écrase au sol, dispersant de la terre et des débris dans toutes les directions. De l'intérieur de la fumée et de la poussière, une silhouette sombre émergea. Des étincelles d'énergie rouge crépitaient autour de son corps, et ses pas lourds s'enfonçaient dans le sol. À travers la fumée et les braises incandescentes, une silhouette de robot apparut, ses yeux brûlant d'un rouge profond et menaçant. Des étincelles d'énergie vacillaient sur son corps alors qu'il regardait autour de lui, sa voix mécanique résonnant avec une question. C'est le royaume des démons. D'un autre côté, notre maître de cérémonie serra le poing, la détermination brillant dans ses yeux. Il se dit que la première étape serait de trouver un site approprié pour construire sa maison, en posant les bases de la vie qu'il envisageait. Avec un mouvement puissant, une énergie dorée jaillit de sa main, traversant l'air en arc de cercle. Elle s'abattit comme une traînée de lumière flamboyante, s'écrasant dans la forêt en contrebas avec une force explosive, marquant l'endroit où il avait l'intention de construire sa maison. L'énergie dorée frappa le sol de la forêt avec une force aveuglante, tranchant instantanément à travers les arbres massifs. MC inspecta les arbres tombés et le terrain dégagé avec un signe de tête de satisfaction. Cette quantité pour le site devrait suffire, murmura-t-il, reconnaissant que l'espace était maintenant prêt à entamer la prochaine étape de la construction. D'un geste de la main, les rondins flottèrent vers le haut, liés par des brins d'énergie brillants. Il sépara soigneusement les arbres robustes et bien conservés du reste. MC se tenait les bras croisés, regardant les rondins empilés avec soin. Ce nombre d'arbres devrait suffire, murmura-t-il pensivement. Puis ses yeux se tournèrent vers les souches éparpillées sur la clairière, un léger froncement de sourcils traversant son visage. Le sol est-il trop inégal ? Se demanda-t-il, considérant déjà la prochaine étape de la préparation du site. MC agrippa fermement et tira de toutes ses forces. En un instant, le sol éclata avec un fracas retentissant alors que les racines et la terre étaient arrachées. Des éclats, de la terre et des feuilles éclatèrent dans l'air, la force pure de son action aplatissant le sol inégal sous lui. Il regarda le vaste terrain dégagé, satisfait du résultat de son effort. Le sol autrefois inégal était maintenant nivelé, ouvert sur le ciel. Il pressa fermement sa main contre la surface en bois, ses pensées calmes et concentrées. J'ai juste bougé mes mains et mes pieds comme mon cœur me guidait, réfléchit-il, laissant l'instinct montrer la voie plutôt que de trop réfléchir. Équilibrant l'énorme rondin sur une épaule, il examina attentivement le sol. D'abord, je planterai des piliers à chaque coin, murmura-t-il. Les lourds rondins s'enfoncèrent dans le sol avec un bruit sourd alors qu'il les plantait fermement en place. Comment appelle-t-il ça ? Libre arbitre ? Se demanda-t-il, un léger sourire étirant ses lèvres. Malgré la sueur sur son front, il y avait de la légèreté dans son cœur. Quoi qu'il en soit,
c'est amusant. Est-ce parce que c'est la première fois que je construis ma propre maison? Pensa-t-il, ressentant un sentiment de satisfaction inconnu. Il se déplaça rapidement, presque comme un flou, plaçant une planche après l'autre avec une précision constante, redressant la base de la structure. Pas à pas, la maison commençait à prendre forme. Il examina la substance verte et collante qui suintait dans sa main, sa texture visqueuse bouillonnant légèrement. Construire des murs, murmura-t-il. Comme il n'y avait pas de clous à utiliser, il a dû improviser. Avec un signe de tête ferme, il décida, j'utiliserai plutôt du mucus de monstre de type escargot. Il pressa soigneusement les rondins ensemble en utilisant le mucus vert épais comme adhésif. Une fois durci, pensa-t-il, ce sera solide comme le roc. Un léger sourire traversa son visage alors qu'il ajoutait, imperméabilisant, d'une certaine manière, alors que le ciel brillant, les rayons dorés se répandaient alors que les feuilles bruissaient doucement dans la brise. Maintenant, pour les touches finales, murmura-t-il prêt à achever son travail. Il leva les yeux avec un sourire satisfait, les mains posées sur ses hanches alors que le soleil brillait sur lui. Bien, dit-il avec assurance. La plupart des monstres n'oseront même pas s'approcher. MC se tenait fièrement devant la petite cabane en bois, ses murs renforcés avec du mucus de monstre de type escargot et décorés de soie de cocon de larves de ver à soie. Malgré sa construction inhabituelle, il sourit avec satisfaction. Assez confortable. J'aime bien, dit-il, clairement satisfait de son travail. Il resta pensif en examinant son travail. Mais il manque un peu quelque chose, murmura-t-il, un léger froncement de sourcils se formant. On aurait dit qu'il manquait quelque chose. Bien qu'il ne puisse pas immédiatement mettre le doigt sur ce que c'était, il réfléchit. À quoi ressemblait une maison humaine normale? Son esprit revint à un souvenir d'une salle de classe. Un professeur se tenait devant, pointant une projection sur l'écran. Vous voyez? Voici à quoi ressemblait une maison normale avant l'ouverture de la porte, expliqua le professeur. Alors que les étudiants regardaient une image d'une maison ordinaire avec des gens et un chien dans la cour, il se rappela les images des vidéos éducatives qu'il avait vues au laboratoire. Dans ces enregistrements, les familles se réunissaient souvent joyeusement dans leur cour, les enfants riant, les parents souriant et même les animaux domestiques jouant. Il jeta un coup d'œil au loin, observant la cour vide. Cela dit, je ne peux pas élever de chien du monde humain dans le royaume des démons. Il s'avoua, réalisant la dure réalité de sa situation. S'agenouillant et pressant sa main contre le sol, il murmura, des plantes? Devrais-je faire un potager? Mais que puis-je planter dans le royaume des démons? Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant, et avec une étincelle soudaine d'inspiration, quelque chose venait de lui venir à l'esprit. Il se souvint soudain de quelque chose d'important. Il y avait une montagne enneigée à proximité, pensa-t-il, les yeux brillants à cette idée. Puis, avec une étincelle d'excitation, il se demanda à voix haute, devrais-je planter de la mandragore? Alors que la neige tourbillonnait violemment autour du sommet imposant, la montagne enveloppée dans un blizzard implacable. Les vents glaciaux hurlaient comme pour avertir quiconque osait s'approcher. L'habitat de Mandragora se trouve dans les pics les plus denses en mana des montagnes enneigées, mais notre MC traversait pieds nus le terrain glacé, les flocons de neige tourbillonnant tout autour de lui. Murmura-t-il en frissonnant. En parlant de ça, il neige vraiment beaucoup. Comme on pouvait s'y attendre d'une montagne enneigée, la neige tombait abondamment autour de lui alors qu'il levait les yeux vers le ciel gris. Un souvenir lointain fit surface. Il neigeait aussi fort le jour où j'ai été kidnappé au laboratoire, pensa-t-il, le souvenir amer pesant sur lui comme les flocons glacés se déposant sur ses cheveux et ses épaules. Le souvenir se rejoua de façon vivante dans son esprit. À ce moment-là, à l'époque, il faisait si froid qu'il pensait que se faire kidnapper était un soulagement. Avec le recul, il y a de bons points à devenir une chimère, pensa-t-il. Contrairement à avant, lorsque le froid pouvait lui ôter la vie, maintenant il ne ressentait aucune de ces morsures. La faim et le gel, autrefois des menaces constantes, n'étaient plus des préoccupations. C'était une sorte de réconfort sombre, mais un réconfort néanmoins. Les chutes de neige ont commencé à diminuer. La rafale autrefois aveuglante s'est maintenant réduite à des flocons à la dérive qui se balançaient doucement dans le vent. Quoi qu'il en soit, à en juger par le mana que je ressens, je dois être presque arrivé, pensa-t-il. Il s'arrêta net, son regard se posant sur le petit groupe de plantes vertes vibrantes perçant la neige, leurs feuilles scintillant malgré le froid. Trouvé, murmura-t-il avec soulagement. Heureusement, ce n'était pas un voyage perdu. MC sait que les plantes devant lui ont une nature fragile. Les mandragores sont des monstres comme les poissons-lunes, très vulnérables au stress. Ils peuvent mourir même des plus petits changements environnementaux. MC s'accroupit dans la neige, examinant attentivement les plantes. Si je vais les déplacer, je suppose que les individus plus jeunes et plus adaptables seraient meilleurs. N'est-ce pas? Murmura-t-il. Avec une décision mesurée, il conclut, juste 3 racines suffiraient. Alors qu'il arrachait la mandragore du sol, la réalisation le frappa immédiatement. Ils vont crier. J'aurais dû me couvrir les oreilles. Alors qu'il arrachait la plante du sol, au lieu d'un cri, la petite mandragore laissa échapper un son doux. La petite créature se tortillait dans sa main, sa tête feuillue se balançant et son corps rond couvert de morceaux de terre. Il cligna des yeux de surprise et pensa, qu'est-ce que c'est? Il sortit soigneusement une autre mandragure. La petite créature cligna des yeux et laissa échapper un son doux.
Il la regarda avec surprise et pensa, une de plus. Il fixa la petite créature dans sa main et pensa avec incrédulité, celle-ci aussi. La petite mandragore se tortilla bruyamment, le surprenant encore plus. Il regarda les petites créatures avec incrédulité et pensa, pas possible. Sont-ils? Les minuscules mandragores se tortillèrent dans ses mains, émettant de doux bruits. Les observant de près, il se demanda, sont-ils en train de parler en dormant? Il était bien connu que le cri des mandragores est en fait un phénomène qui ne se produit que lorsque les humains les cultivent artificiellement. Il a été révélé que dans le monde humain à faible mana, lorsque les mandragores sont soumises à un stress extrême, si elles sont arrachées de force, elles poussent un cri terrifiant et meurent en conséquence. MC observa que comme il s'agissait du royaume des démons, les mandragores ne criaient pas lorsqu'elles étaient retirées. Cependant, ce qui l'intriguait, c'était leur manque de résistance. À ce stade, ils auraient dû se débattre désespérément pour s'échapper, mais ils restèrent immobiles. Il réalisa soudain la raison du comportement inhabituel des mandragores. Au lieu de résister, il semblait le reconnaître comme un des leurs car des cellules de mandragore avaient également été implantées dans son corps. Il rangea calmement les petites mandragores, soulagé de voir avec quelle facilité elles l'acceptaient. Avec un léger sourire, il pensa que tout cela s'était bien passé. Après tout, c'était mieux pour eux s'ils se sentaient moins stressés. MC a commencé à imaginer les possibilités pour l'avenir. Une fois que les mandragores auraient bien poussé, pensa-t-il, il pourrait peut-être leur demander quelques racines pour préparer du thé ou même savourer leurs fruits comme des collations. Cette pensée le fit sourire en l'imaginant vivement. Il se souvint soudain d'un fait important. Si le fruit de la mandragore était cueilli de force, il deviendrait extrêmement toxique. Réalisant cela, il conclut qu'il devrait plutôt les persuader gentiment au lieu d'essayer de le prendre par la force. MC se tenait sur le flanc de la falaise enneigée, les yeux plissés en écoutant attentivement. Au loin, de faibles cris résonnaient à travers les montagnes. Il semble qu'il y ait des chasseurs à proximité, murmura-t-il. Bien qu'il ne soit pas certain de leur objectif, il ne pouvait pas comprendre pourquoi quiconque prendrait le risque de s'aventurer dans une montagne enneigée aussi dangereuse. Il sourit avec une lueur confiante dans les yeux. Se tournant légèrement, il demanda à voix haute, presque enjoué, devrais-je aller chercher rapidement de la pierre de portail? D'un autre côté, deux hommes combattaient quelque chose. L'un des hommes serra les dents de rage, criant, bon sang, il nous utilise comme appât et s'enfuit. Son compagnon, serrant fermement son arme, rétorqua avec urgence. Ils reviennent. La tension dans leur voix révélait à quel point leur situation était devenue désespérée. Sortant de l'obscurité de la forêt enneigée, des créatures monstrueuses se sont jetées sur les chasseurs avec une vitesse terrifiante. Les deux hommes au sol se sont préparés, armes levées, mais le nombre écrasant de bêtes était trop important. Une monstrueuse bête des neiges s'est jetée en avant, ses mâchoires béantes s'écartant de façon anormale. À l'intérieur de sa gueule, des rangées de crocs acérés brillaient. Mais ce qui était encore plus horrible, c'étaient les tentacules charnus et tortueux qui s'étendaient depuis sa gorge. Les chasseurs étaient désormais face à un cauchemar qui dépassait de loin leur imagination. Un homme tendit la main en avant, invoquant une barrière bleue brillante qui bloqua les bêtes chargées. Les créatures ont heurté le bouclier avec force, mais il a serré les dents et a tenu bon, peinant sous l'impact. La sueur coulait sur le visage de cet homme alors qu'il serrait les dents, son expression remplie de tension et de peur. Ses forces l'abandonnaient et, d'une voix tremblante, il murmura, ce n'est pas bon. Des fissures ont commencé à se propager sur la barrière, brillant faiblement sous la pression. Ses mains tremblaient d'effort alors qu'il réalisait avec peur que la barrière allait bientôt se briser. Les fissures dans la barrière brillante se sont propagées rapidement alors que les forces de l'homme faiblissaient. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage tandis que des regrets remplissaient ses pensées. Il se maudit silencieusement. J'aurais dû me contenter de petits boulots. Pourquoi me suis-je même porté volontaire pour trouver la chimère? La barrière finit par se briser en éclats brillants, se dispersant dans l'air. L'homme cria de pur désespoir, sa voix se brisant, à l'aide, alors que des bêtes monstrueuses se jetaient sur lui. À ce moment-là, une lumière brilla dans le ciel. Il s'est écrasé du ciel, suivi d'une explosion assourdissante. Le sol a éclaté, projetant de la terre et des pierres dans les airs alors que des ondes de choc traversaient le champ de bataille. Les monstres, des bêtes sauvages ressemblant à des lapins aux yeux sanguinaires, grognaient et grognaient, encerclant les deux hommes piégés dans le chaos. Un soldat, à peine capable de tenir debout, tremblait en levant son arme, tandis que l'autre était assis sur la neige, les yeux écarquillés et figés de terreur. Sa voix se brisa alors qu'il balbutiait. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'intérieur de la fumée tourbillonnante, une silhouette inquiétante a lentement commencé à émerger. À travers l'épaisse fumée, les soldats plissèrent les yeux sous le choc. L'un d'eux balbutia d'incrédulité, réalisant que la silhouette sombre n'était pas une bête, mais une silhouette humaine émergeant lentement de la brume. Un RMC est finalement apparu de la poussière et de la fumée. Son visage était calme et illisible, son silence portant plus de poids que des mots alors qu'il se tenait là. Il plissa les yeux vers la créature devant lui. Il ressemblait à un lapin des neiges, mais son regard féroce et ses crocs acérés révélaient qu'il était tout sauf ordinaire. Mais le lapin des neiges est resté figé. Alors qu'une présence inquiétante planait au-dessus du MC, il libéra son instinct de tuer, et une énorme silhouette sombre aux yeux brillants apparut,
son aura terrifiante remplissant l'air. Le lapin des neiges hurla de terreur, leurs cris résonnant à travers la forêt gelée. La panique s'est propagée parmi eux alors qu'ils sautaient et se dispersaient dans toutes les directions, essayant désespérément de s'échapper. Les deux chasseurs regardaient sous le choc, l'incrédulité se lisant sur leur visage. L'un serrait son bras blessé. Sa voix tremblante dit « C'est impossible ». Un monstre de classe B s'enfuit dès qu'il le voit. Dans le moment de calme qui suivit, un chasseur exprima sa gratitude, disant à quel point ils étaient reconnaissants d'avoir été sauvés. L'un des chasseurs s'est présenté comme Kim Taun et a désigné son compagnon, Oh Seong-ju. D'un ton respectueux, il demanda son nom à MC. MC répondit calmement qu'il était Chayon Do-won. L'esprit de Kim Taun s'emballa alors qu'il étudiait le MC devant lui. Chayon Do-won? Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant, pensa-t-il. La tenue débraillée du MC n'a fait qu'accroître ses soupçons. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Se pourrait-il qu'il soit un chasseur reclus? MC n'a pas pu s'empêcher de se demander, pourquoi sont-ils ici? D'après leur apparence, ils ressemblaient clairement à un chasseur de classe D. Il était impossible qu'il ne sache pas à quel point la montagne enneigée était dangereuse. Un chasseur hésita avant de répondre que c'était à cause de l'argent. Ils ont dit à MC qu'une demande avait été émise pour capturer une chimère vivante. La récompense offerte était censée être substantielle. En entendant cela, les yeux de MC se sont aiguisés alors qu'il marmonnait doucement pour lui-même. Une chimère, a expliqué l'un des chasseurs en riant qu'un sujet de test s'était échappé du laboratoire. On disait que c'était une sorte de créature mécanique qui, en fuyant, aurait sauté dans un portail. En entendant cela, MC pensa avec soulagement, si c'est une créature mécanique, alors il ne me cherche pas. MC se décida, pensant, je devrais prendre la pierre du portail et partir. MC demanda alors avec suspicion, mais où sont vos sacs? Vous n'êtes pas venus les mains vides dans le royaume des démons, n'est-ce pas? La pierre du portail, l'un des chasseurs inventa rapidement une excuse en bégayant. Ces membres de l'équipe, ces types ont tout pris et se sont enfuis, dit-il en serrant son épaule blessée. L'homme serra les dents et cria, ils avaient l'intention de faire ça depuis le début, intérieurement, il regrettait de ne pas l'avoir réalisé plus tôt, pensant, j'aurais dû m'en apercevoir quand ce chasseur de classe B m'a proposé de me joindre à lui. Ces chasseurs traîtres ont ri et se sont enfuis, laissant des monstres dans leur sillage. En entendant cela, MC pensa, alors la pierre du portail est avec eux. Les chasseurs nerveux, leur corps tremblant d'épuisement, supplièrent MC, n'avez-vous pas l'intention de revenir? Nous sommes presque à notre limite, vous voyez. L'un d'eux balbutia désespérément. L'autre ajouta, vous savez bien ce qui arrive quand on est contaminé par le mana, n'est-ce pas? Ils le regardèrent avec un mélange de peur et d'urgence, espérant la pitié. Eh bien, le temps qu'un chasseur pouvait endurer dans le royaume des démons variait considérablement en fonction de son grade d'éveil. S'ils ne parvenaient pas à retourner à temps dans le monde humain pour purifier le mana en eux, la plupart finiraient inévitablement par mourir. Mais il y avait une anomalie. Notre MC était l'exception. Les voix désespérées des deux chasseurs résonnèrent. L'un d'eux demande s'il ne peut pas les emmener dans le monde humain, ajoutant que sa femme enceinte est à la maison. Mais MC ne les écoutait pas et utilisait ses pouvoirs pour rechercher les autres chasseurs. Je les ai trouvés, murmura-t-il, fixant ses cibles avec une concentration inébranlable. L'appel désespéré des chasseurs fut soudainement interrompu. Avec un fracas tonitruant, MC se lança en avant avec une vitesse terrifiante, la force laissant un profond cratère derrière lui. Les deux chasseurs se figèrent, les yeux écarquillés. Alors que Chayon Do-won s'élançait soudainement dans le ciel avec une vitesse incroyable, les chasseurs paniquèrent et crièrent après lui. Monsieur Chayon Do-won, cria l'un d'eux, choqué. Où allez-vous? L'autre hurla, leur voix remplie de confusion et de désespoir. D'un autre côté, le petit robot s'enfuyait, ses yeux brillants fixés sur la traînée lumineuse. Il ne dit pas un mot, seulement une pause silencieuse, comme s'il traitait tout ce qu'il venait de voir. Le petit robot atteignit le bord de la falaise enneigée, ses petites empreintes de pas traînant derrière lui. D'en haut, il contemplait la forêt sombre et remplie d'épines en contrebas. La neige tombait doucement, mais la vue étrange des ombres sinueuses le rendait prudent. Le robot nota tranquillement pour lui-même que cet endroit semblait très dangereux. Derrière lui, un groupe de chasseurs repéra le petit robot debout au bord de la falaise enneigée. Saisissant l'occasion, l'un d'eux cria que c'était leur chance et exhorta tout le monde à le capturer rapidement. Sans hésitation, ils se lancèrent tous en avant, boucliers et armes prêts. Le petit robot tourna légèrement la tête, ses yeux brillants stables alors que de faibles étincelles s'allumaient autour de son corps. D'un ton calme mais inquiétant, il murmura, des choses dangereuses. La transformation du robot fut soudaine. Ses yeux jaunes autrefois chaleureux brûlaient maintenant d'une sinistre lueur rouge. Des étincelles pourprent et une énergie violente crépitaient autour de son corps alors que sa forme se transformait en une version plus sombre et plus menaçante de lui-même. Le système du robot s'activa, sa voix froide ne faisant qu'émettre une seule commande. Son seul but était désormais clair, éliminer tout ce qui se trouvait sur son chemin. 4 guerriers attaquèrent le robot ensemble. L'un d'eux sauta d'en haut avec un bouclier à la main. Un autre abattit une épée violette brillante. Une femme entourée d'une aura magique se précipita en avant, tandis qu'un homme avec une lourde lame tailladait férocement depuis le sol. Le robot, son corps brillant d'énergie rouge,
leva le bras pour se défendre contre leur assaut combiné alors que la bataille explosait autour d'eux. Quelque temps plus tard, notre MC arriva à cet endroit. Il regarda devant lui avec surprise. D'une voix inquiète, il se demanda s'il n'était pas arrivé un peu trop tard. Il traversa la neige tachée de sang, remarquant l'équipement abandonné éparpillé autour. D'après la scène et une pierre de retour flottant dans l'air, il réalisa que tous les chasseurs s'étaient déjà enfuis. Les chasseurs avaient même laissé derrière eux leurs bagages dans leur précipitation à s'échapper. Sur le sol, mêlés aux taches de sang, se trouvaient à la fois de petites empreintes de pas enfantines et des traces d'animaux. Voyant cela, MC se demanda si la créature s'était battue contre ces chasseurs tout en changeant de forme. Il se souvint que ces chasseurs lui avaient dit qu'un sujet expérimental s'était échappé du laboratoire. C'était une créature mécanique, et lors de son évasion, elle s'est transformée et a sauté dans un portail avant de disparaître. La créature a été créée à partir de métal liquide, ce qui lui permet de changer librement de forme. Cependant, comme le matériau était rare, il était fait petit, environ la taille d'un enfant ou d'un grand chien. MC pensa à la créature mécanique. Le fait qu'elle ait réussi à maîtriser 5 chasseurs de rang B à elle seule était vraiment impressionnant. D'un autre côté, Kim Yao appela d'urgence, disant à Seongju de se ressaisir. Seongju, faible et tremblant, dit qu'il était foutu, expliquant que tout son corps était contaminé par l'énergie démoniaque. Kim Yao refusa de l'accepter, lui criant de ne pas dire de bêtises et lui rappelant que son enfant allait naître le mois prochain. Du sang dégoulinant de sa bouche, Seongju supplia faiblement Kim Yao de dire à sa femme qu'il était désolé. Des larmes coulaient sur le visage de Kim Yao alors qu'il criait désespérément, suppliant Seongju de tenir encore un peu. Alors que le désespoir emplissait l'air, Kim Yao se demanda si les miracles existaient vraiment. À ce moment, une silhouette brillante s'avança, son pied touchant le sol comme un signe d'espoir perçant les ténèbres. Les larmes coulant toujours sur le visage de Kim Yao, ses yeux s'écarquillèrent de choc alors qu'une soudaine lumière éclatante apparaissait devant lui. Alors que la lumière dorée s'estompait, les yeux de Kim Yao s'écarquillèrent d'incrédulité. Debout devant eux se trouvait Chon Do-won, portant un énorme paquet sur son dos. Ils furent stupéfaits de voir que le paquet qu'il portait était leur bagage manquant. Immédiatement, Kim Yao se précipita vers Chon Do. Il tomba à genoux, désespéré, sa voix tremblant alors qu'il suppliait. Il supplia Chon Do-won de les sauver, ses cris résonnant à travers la forêt enneigée. Chon Do-won resta là, surpris de le voir. Kim Yao dit qu'il sait que dans le royaume des démons sans foi ni loi, une fois que c'est pris, c'est fini. Alors il tomba à genoux et sortit de l'argent avec des mains tremblantes, expliquant que lui et Seongsu avaient apporté 2 chèques d'une valeur de 10 millions à chacun, appelant cela la valeur de leur vie. Désespéré, il suppliait, demandant à acheter une seule pierre de portail. Les mots de Kim Yao résonnèrent. Il a dit au perso principal que s'il ne revenait pas maintenant, la mort était certaine. Les yeux de Chon Do-won se tournèrent vers les chèques tremblants dans les mains de l'homme. 20 millions wons, murmura-t-il, son expression illisible. Chon Do-won se dit qu'il ne pouvait pas utiliser cet argent tout de suite, mais que ce serait certainement utile une fois qu'il irait dans le monde des humains plus tard. Alors Chon Do-won sort une pierre de portail et la brise en libérant son énergie. Kim Yao s'inclina profondément, tenant la main de Chon Do-won avec gratitude alors que le portail de retour brillant tourbillonnait derrière eux. D'une voix tremblante, il dit qu'il n'oublierait jamais cette faveur de toute sa vie. Alors que le chaos se déroulait autour de lui, Chon Do-won regarda silencieusement la pile d'argent dans sa main, son visage calme et illisible, tandis que Kim Yao se tourna vers Chang-ju en lui demandant de se relever rapidement, disant que s'ils allaient vite, ils pourraient vivre. Mais avant qu'ils ne partent, Chon Do-won leur demanda si une pierre de portail coûtait environ 200 000 wons dans le monde des humains. Kim Yao, soutenant Chang-ju blessé, sembla perplexe et répondit que les pierres de portail coûtaient maintenant environ 1 million de wons et demanda pourquoi Chon Do-won posait cette question. En entendant cela, Chon Do-won tendit la main vers Xiongju et attrapa son épaule en disant qu'il avait l'impression d'avoir reçu trop d'argent. Chon Do-won sourit alors qu'une faible énergie bleue commence à tourbillonner autour de ses doigts. D'un ton calme, il leur dit qu'il leur donnerait autre chose en échange. Au moment où il disait cela, une vague d'énergie bleue brillante jaillit autour de Chon Do-won, tourbillonnant comme des flammes et secouant l'air. Les 2 chasseurs le fixèrent, choqués. Des flammes bleues de mana tourbillonnaient violemment dans l'air alors que Chon Do-won libérait son pouvoir. Kim Yao réalisa que Chon Do-won injectait du mana, se couvrant le visage pour se protéger de l'énergie écrasante. Il cria en lui demandant d'attendre parce qu'il savait que l'injection de mana était un acte si dangereux que même les chasseurs de rang l'évitaient. Si le flux de mana s'entrechoquait et s'en mêlait, le noyau de mana pouvait se briser, entraînant la mort instantanée des 2 individus. Le danger était clair. Kim Yao sait que si cela continue plus longtemps, ils périront tous les 2 sans aucun doute. Mais lorsque le flux de mana s'arrêta, Cheng-ju baissa les yeux sur ses mains, choqué. Une lueur chaude l'entoura alors qu'il réalisait ce qui s'était passé. L'énergie démoniaque en lui avait été complètement purifiée. Avec enthousiasme, il serra dans ses bras Kim Yao, dont les yeux étaient écarquillés par le choc et le soulagement. Seongju cria de joie, criant qu'ils étaient vivants. Ils avaient tous les 2 survécu. Mais au fond, Kim Yao avait encore du mal à y croire, murmurant pour lui-même qu'une telle chose aurait dû être impossible. Alors que Chon Do-won se tournait pour partir,
Zongju derrière lui tomba à genoux, reconnaissant. Il le remercia les yeux larmoyants, jurant de ne jamais oublier cette faveur, tandis que Kim Yao avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Shondowon avait purifié l'énergie démoniaque en injectant du mana, ce qui était considéré comme impossible sans une quantité de pouvoir écrasante. Après avoir été témoin de l'impossible, une seule pensée résonnait dans leur esprit, qui est exactement Monsieur Shondowon? D'un autre côté, Shondowon marchait régulièrement avec un grand sac attaché à son dos. Son expression était calme alors qu'il laissait échapper une pensée, perdu dans ses propres pensées. Shondowon arriva à sa petite maison en bois, soulagé de voir qu'aucun intrus ne l'avait dérangé. Il la regarda avec tendresse. Il pensa que c'était une sortie satisfaisante, surtout qu'il avait gagné un revenu inattendu. Shondowon jeta un coup d'œil à la petite mandragore attachée à sa taille qui s'était réveillée. En voyant ses feuilles tombantes, il se demanda si le long voyage l'avait épuisé. Shondowon s'agenouilla devant sa petite maison, plantant soigneusement ses mandragores dans le sol. Tout en travaillant, il se dit que cela devrait suffire. Mais alors que les petites mandragores se balançaient dans le sol, leur visage était sombre. Ils laissaient échapper des sons bas et malheureux, montrant clairement leur mécontentement. Le perso principal remarqua l'expression malheureuse de la petite mandragore et fronça les sourcils. Il se demanda à voix haute ce qu'elle n'aimait pas. Peut-être qu'elles sont contrariées parce que leur maison a été déplacée de force. Puis, réfléchissant davantage, il devina qu'elle pourrait avoir faim d'avoir été transportée sans terre. Shondowon tendit la main, laissant une douce lueur bleue de mana couler du bout de ses doigts dans le sol, demandant à la petite mandragora s'il devait leur donner du mana parce qu'elle l'appréciait généralement. La petite mandragora commença à briller de joie, répondant joyeusement au mana qu'elle avait reçu. En regardant cela, Shondowon remarqua qu'elle semblait plus à l'aise maintenant, mais Shondowon sentit soudain quelque chose d'inhabituel. Rétrécissant les yeux, il se dit que cette présence lui était familière. Shondowon réalisa que c'était le robot que les chasseurs poursuivaient. C'était une petite créature mécanique, agrippant des branches comme pour se camoufler. Confus, le perso principal se demanda ce qu'une machine comme celle-là pouvait bien lui vouloir. Shondowon décida de ne pas trop y penser. Calmement, il se dit que, eh bien, si elle a vraiment quelque chose à lui demander, elle se montrera tôt ou tard. Shondowon jeta un coup d'œil à la pile d'argent et se dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Il la mettrait de côté pour l'instant et ne l'utiliserait que lorsqu'il en aurait vraiment besoin plus tard. Puis il s'assit à l'intérieur de la cabane en bois et déballa le sac à dos de ses chasseurs. À l'intérieur, il y avait des marmites et de nombreuses provisions. Il les regarda et se dit qu'il était temps d'organiser les bagages qu'il avait apportés. Shondowon commença à vérifier ses affaires une par une. Il avait un brûleur portable et un ensemble de marmites, parfait pour cuisiner en plein air pendant la randonnée, le camping ou la pêche. Il y avait également 8 pierres de portail, des objets qui permettaient de voyager librement entre le monde des humains et le royaume des démons. Il sortit des vêtements de rechange, bien qu'ils soient contaminés par du pollen et qu'il faille les laver avant de les utiliser. Enfin, il avait 2 sacs de couchage et une couverture, indispensables pour rester au chaud la nuit. En voyant tout cela, il se dit que ses chasseurs étaient très bien préparés, ce qui était certainement une bonne chose pour le perso principal. Shondowon ramassa un paquet rouge et réalisa que c'était des ramen. Une vague de nostalgie le frappa alors qu'il se demandait si la dernière fois qu'il en avait mangé, c'était lorsqu'il était enfant et qu'il vivait à l'orphelinat. Shondowon sourit en tenant le paquet de ramen dans ses mains. Sentant la faim dans son estomac, il pensa que c'était le moment idéal. Avec une étincelle d'anticipation, il décida d'essayer de cuisiner des ramen. Shondowon lut la recette des ramen, qui lui demandait de remplir 500 ml d'eau. Debout au bord de la rivière avec une marmite dans ses mains, il se demanda s'il devait simplement estimer la quantité au poids. Alors que Shondowon se tenait au bord de la rivière avec sa marmite, prêt à recueillir de l'eau, un soudain plouf brisa la surface. Des poissons féroces avec des nageoires acérées sautèrent vers lui. Shondowon, qui tenait la marmite d'eau, se souvint que les gens ajoutent généralement des ingrédients supplémentaires lorsqu'ils cuisinent des ramen. Il pensa que les ramen seraient délicieux avec du poisson et frappa donc avec son doigt, tuant instantanément le poisson. La recette suggérait d'ajouter des ingrédients comme des œufs ou des oignons verts pour un meilleur goût. Shondowon a remarqué des œufs de poisson et a pensé qu'il ferait bien l'affaire en remplacement des œufs. Comme il n'y avait pas d'oignons verts, Shondowon a décidé d'utiliser d'autres légumes verts qu'il a trouvés, pensant que ça marcherait tout aussi bien. Shondowon a fini de rassembler tous les ingrédients, en les plaçant dans la marmite. Une fois que tout était prêt, il a décidé qu'il était temps de rentrer. Alors que Shondowon revenait avec la marmite à la main, un pied métallique est apparu derrière lui. C'était le petit robot qui regardait avec émerveillement, ses yeux brillants grands ouverts et des feuilles bruissant légèrement sur sa tête, tenant son ventre comme submergé. Il a murmuré avec incrédulité, « Cet homme cuisine ». Shondowon a allumé le feu sous la marmite, surveillant attentivement les flammes qui montaient. En jetant un coup d'œil aux instructions, il fronça légèrement les sourcils, réalisant qu'elle ne mentionnait pas quand le poisson devait être ajouté. Shondowon se tenait près de la table en bois qu'il venait de fabriquer à partir d'une bûche il y a quelques instants. En regardant la marmite, il haussa les épaules et décida, « Je suppose que je vais tout faire bouillir ensemble en jetant les ingrédients pour cuire. »
Mais alors que l'odeur de sa cuisine planait sur les mandragaras à proximité, leur minuscule corps tremblant, ils tressaillirent inconfortablement en sentant l'étrange parfum. L'étrange parfum dérivait dans l'air, se frayant un chemin à travers les arbres alors que la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles. Le petit robot a capté l'arôme dérivant, ses capteurs tressaillant alors que de la bave coulait de sa bouche. Odeur de cuisine, murmura-t-il, clairement attiré vers la source. Je veux en manger aussi. Comment? Il murmura, ses pas suivant la piste malgré le fait qu'il savait qu'il n'était pas conçu pour de tels désirs. Sa mémoire s'est ravivée, reliant le parfum actuel à quelque chose d'aperçu autrefois il y a longtemps. Son corps s'est transformé parce qu'il a vu dans le laboratoire que les humains aiment les chiens et que les humains aident s'ils ressentent de la pitié. Il s'est donc transformé en un chien d'apparence pitoyable dont une patte est blessée. Robot a laissé échapper un doux gémissement en s'approchant. Shondaun, assis à la table, jeta un coup d'œil avec une expression perplexe. Il se souvenait que cette créature mécanique le suivait depuis toujours. En regardant le robot, il se demanda si le robot s'était transformé en chien juste pour baisser sa garde. Et est-ce qu'il fait semblant d'être blessé exprès, en essayant de susciter la sympathie? D'après ses actions seulement, le MC pouvait dire que cela ressemblait à une jeune créature, qui ne comprenait pas encore grand-chose. Le petit chien aboya joyeusement, remuant la queue avec une excitation innocente. Voyant que MC fronçait les sourcils en pensant, comment diable une créature comme celle-ci s'est-elle échappée du laboratoire et s'est-elle frayé un chemin jusqu'au royaume des démons? MC a regardé la nourriture et a dit qu'elle semblait prête. Il a demandé au petit chien s'il en voulait aussi. Le chien a aboyé joyeusement en réponse. Shondaun a pris ses baguettes et a regardé la nourriture, tandis que le petit chien regardait avidement le bol, bavant avec des yeux pétillants. Shondaun a baissé les yeux sur l'étrange plat bouillonnant rempli d'ingrédients étranges et s'est demandé s'il devait essayer de le manger. Il s'est assis à la table, mangeant dans la marmite avec ses baguettes, tandis que le petit chien mangeait joyeusement sa propre part d'une assiette à côté de lui. En goûtant à la nourriture, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, la saveur le submergeant. À côté de lui, le petit chien pencha la tête avec confusion, mâchant toujours, tandis que les pensées de Shondaun résonnaient. Ce goût est un souvenir du passé refait surface dans son esprit. Il se souvenait d'être assis sur le sol avec ses amis, tous rassemblés autour d'une marmite de ramen fumante. Leur visage était rempli de joie alors qu'ils riaient et bavardaient. Shondaun a aspiré les nouilles chaudes, la sueur coulant sur son visage. Ses joues ont rougi, et de la vapeur s'est élevée autour de lui alors qu'il luttait contre la chaleur, mais son expression montrait un pur plaisir. Shondaun a souri doucement en goûtant les nouilles, pensant que c'était comme ça que ça avait le goût. À ce moment-là, il s'est souvenu des ramen qu'il avait mangés quand il n'avait que 7 ans. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, des ombres s'étendaient à travers la forêt. De l'intérieur des arbres, la faible voix de Shondaun a résonné avec un seul mot, délicieux. Après cela, Shondaun se tenait les mains sur les hanches, regardant le chien. Il lui a dit que s'il avait fini de manger, il pouvait partir car il devait nettoyer. Le chien s'est alors retourné et a commencé à s'éloigner en boitant sur une patte, voyant que Shondaun a souligné que le chien boitait de la patte gauche plus tôt. Le chien s'est figé sous le choc, réalisant qu'il avait été attrapé. Avec un regard penaud, il a rapidement changé la patte sur laquelle il boitait et s'est éloigné, tandis que Duom regardait avec un sourire entendu. Ensuite, Shondu est allé à une cascade. Après avoir terminé la vaisselle, il s'est demandé s'il devait commencer la lessive ensuite. Alors qu'il frottait les vêtements près de l'eau, il pensa qu'il n'avait pas de bons souvenirs en ce qui concerne le pollen. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre uniquement dans des vêtements en cuir pour toujours. Avec un petit soupir, il se rappela qu'il n'était pas un homme des cavernes. Il pensa attentivement que s'il frappait trop fort les vêtements avec le bâton, ils pourraient se déchirer. Il a donc décidé de frapper doucement tout en les lavant. Mais malgré sa pensée antérieure d'être doux, il a fini par frapper les vêtements avec un peu trop de force. Le sol s'est fissuré, des roches ont volé et l'impact a secoué la rive, le laissant choqué de ce qui venait de se passer. Le bâton a claqué dans le sol avec une force écrasante, laissant des fissures et des débris éparpillés partout. Il fixa silencieusement la destruction, sans voix devant sa propre force. Il s'éclaircit la gorge et essaya de rester calme. Bien qu'un tissu ait été détruit, il s'est rassuré en se disant que ce n'était pas grave car il en restait encore un. Mais il plissa les yeux et regarda sur le côté avec confusion. Cette fois, ce petit robot avait transformé sa forme en un rocher. Il se demanda pourquoi ce petit robot continuait de le suivre. Il se souvenait que pendant qu'il mangeait des ramen et qu'il faisait la vaisselle ensuite, l'étrange petit robot est réapparu, flottant à proximité comme s'il l'observait. Même lorsqu'il s'est arrêté pour admirer les fleurs qui ressemblaient à du forsythia, le petit robot est réapparu une fois de plus. Il a changé sa forme et s'est rapproché, mais il n'a jamais vraiment rien fait de spécial. Juste suivi tranquillement. Le petit robot, déguisé en bûche, s'est soudainement figé de surprise lorsqu'une abeille a volé près de son visage, le faisant sursauter avec de grands yeux. Il a paniqué lorsqu'une abeille a bourdonné près de lui. Terrifié, il a crié « Abeille !» et s'est enfui aussi vite qu'il le pouvait, clairement effrayé par le minuscule insecte. Le petit robot a crié qu'il détestait les abeilles. En regardant sa réaction,
Il semblait que son âge mental n'était pas supérieur à celui d'un enfant de moins de 5 ans. Le petit robot a parlé d'une manière mécanique et maladroite, ses mots étant rigides et artificiels, ce qui a clairement montré qu'il n'était pas complètement développé dans sa façon de communiquer. Chondu a réalisé que le jeune chimère avait été forcé de se faire injecter des connaissances. À cause de cela, il a montré un comportement maladroit et des réactions étranges, qui étaient des effets secondaires courants chez les jeunes chimères. Chondu a regardé les fleurs et a fait remarquer, un peu maladroitement, que les fleurs de Forsythia étaient jolies. Il a fait comme s'il ne voyait pas le petit robot. Le petit robot a jeté un coup d'œil derrière les fleurs, observant timidement. Plus tard, Chondo a soupiré, réalisant que faire la lessive était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Pourtant, il a brandi la chemise propre et brillante avec un petit sentiment d'accomplissement. Il a regardé la chemise fraîchement lavée dans ses mains et s'est senti soulagé. Au moins, il avait réussi à sauver celle-ci. Il a remarqué que la chemise avait l'air un peu trop petite pour qu'il la porte. Comme il l'avait lavée si soigneusement, il avait l'impression que c'était du gaspillage. Décidant de ne pas la jeter, il l'a accrochée sur le côté. Puis il s'est dit qu'il était temps d'aller vérifier les mandragores. Pendant qu'il va les vérifier, le petit robot, déguisé en pierre, est resté silencieux, seuls ses yeux brillants montrant un signe de vie. Le petit robot a attrapé la chemise mouillée, pensant que puisque l'homme portait des vêtements, il devrait en porter aussi. Le petit robot a mis la chemise mouillée et a dit fièrement qu'il portait aussi des vêtements, essayant d'imiter l'homme. Le petit robot déclarant joyeusement qu'elle lui appartenait maintenant. Il se tenait fièrement, rayonnant d'excitation. Une lumière dorée entourait la créature alors que sa forme commençait à changer. Des cheveux bruns brillants et ondulés sont apparus, rayonnant magnifiquement dans la transformation. La lumière dorée a continué de briller pendant que la transformation se poursuivait. De l'intérieur des vêtements brillants, une main humaine est apparue, serrée fermement en un point. La transformation était complète. Le petit robot se tenait maintenant sous une forme humaine complète, avec de longs cheveux bruns flottant derrière et des poings reposant fièrement sur ses hanches. C'était parfait, comme si cette forme était son véritable moi. D'un autre côté, Chondu regardait les petites mandragores avec inquiétude. Elles continuaient d'agir faiblement, leurs feuilles tombant comme si elles se fanaient. Leurs racines avaient également l'air sèches, ce qui lui faisait se demander pourquoi elles finissaient toujours comme ça. Il trouvait cela étrange car il était sûr d'avoir arraché toutes les mauvaises herbes lors de la préparation du champ. En travaillant, il a soudainement remarqué quelque chose d'inhabituel et a murmuré « Qu'est-ce que c'est ?» Alors qu'il labourait le sol, toutes sortes de choses ont commencé à sortir du sol. Il réalisa qu'il aurait dû être plus doux en le travaillant. Choqué, il pensa à la façon dont il avait presque blessé les petites mandragores par erreur. Il pensa à faire un véritable potager à cet endroit. Estimant la taille, il se demanda si une zone aussi grande que sa maison serait suffisante. Juste à ce moment-là, il remarqua quelque chose apparaître derrière lui. Il se retourna et vit une jeune fille avec de longs cheveux flottants jeter un coup d'œil timide derrière un arbre. Ses yeux dorés brillants s'écarquillèrent de curiosité alors qu'elle saluait doucement « Bonjour ». Chondo eut l'air surpris en reconnaissant immédiatement que c'était le petit robot. Il pensa « Cette fois c'est une fille. Est-ce qu'elle me parle enfin ?» Se reprenant, il répondit doucement « Oui. Bonjour ». La petite fille regarda la maison en bois avec hésitation et demanda doucement si elle lui appartenait. Chondo répondit simplement avec un calme « Oui ». La petite fille demanda nerveusement s'il était originaire de la région. En entendant sa question, Chondo sourit légèrement et se demanda s'il devait la taquiner un peu. Chondo dit oui et lui demanda à quelle tribu elle appartenait. Surprise et nerveuse, la petite fille balbutia, répétant le mot tribu avec confusion. La fille pointa nerveusement au loin, affirmant qu'elle venait d'au-delà de la cascade, un endroit très éloigné qu'il ne pourrait pas trouver. Chondo réfléchit un instant et demanda si elle était de la tribu Coconut puisqu'ils vivent près de la cascade. La fille hocha rapidement la tête, confuse mais déterminée, et insista sur le fait qu'il avait raison. Elle affirma qu'elle venait de la tribu Coconut. Chondo remarqua la tenue et souligna qu'elle ressemblait à la sienne. La fille expliqua rapidement, confuse, que dans sa tribu, quiconque ramasse quelque chose le possède, donc les vêtements étaient à elle maintenant. Chondo amusé, acquiesça simplement et lui dit qu'elle pouvait le garder. La fille laissa échapper un joyeux cri. Chondo demanda à la fille ce qui avait amené quelqu'un de la tribu Coconut à cet endroit. La fille, l'air nerveuse, admit qu'elle avait été expulsée de sa tribu. Puis, reprenant son courage, elle dit qu'elle avait une requête à lui faire. La fille cria nerveusement, le visage rouge de détermination. « Je veux vivre ici aussi. S'il vous plaît, j'espère que vous me laisserez rester. » Elle baissa profondément la tête, montrant son désespoir alors que Chondo la regardait avec surprise. Les yeux de la fille s'écarquillèrent nerveusement, et elle balbutia, « Ici il n'y a pas d'insectes. » Son visage montrait un mélange d'inquiétude et de désespoir alors qu'elle essayait d'expliquer sa raison. La fille tripota nerveusement ses mains et dit doucement, « Et il y a aussi une maison, donc cela semble sûr. » Elle parla timidement, essayant de justifier pourquoi elle voulait rester. La fille expliqua timidement, « C'est pourquoi je veux vivre ici. » En entendant cela, Chondo ferma les yeux avec une expression calme et pensa, donc elle avait juste besoin d'un endroit pour se reposer après tout. Il acquiesça et dit, « D'accord. Mais si tu veux rester ici,
tu dois faire ta part de travail. Le visage de la fille s'illumina d'excitation alors qu'elle serrait joyeusement les poings. Compris. Dites-moi juste quoi faire, répondit-elle avec empressement. Shondo expliqua, d'abord, je dois labourer le potager. Pouvez-vous aider avec ça? Je dois faire une nouvelle maison pour les mandragores. La fille attrapa avec empressement l'outil et déclara avec confiance qu'elle s'en occuperait, disant fièrement qu'elle était forte. La fille cria avec détermination qu'elle était confiante en sa force. Avec une puissance incroyable, elle chargea vers l'avant, déchirant le sol et envoyant de la terre et des roches voler partout. Shondo la regarda courir avec une force écrasante, réalisant qu'elle n'avait aucune intention de cacher qui elle était vraiment. Il se disait que c'était peut-être parce qu'elle n'avait vécu que dans un laboratoire et qu'elle ne comprenait pas comment un enfant normal était censé agir. Shondo s'est présenté et a demandé son nom à la jeune fille. Elle s'est figée un instant, surprise, et a répété nerveusement le mot nom comme si elle ne savait pas comment répondre. La jeune fille s'est dit qu'elle n'avait pas de nom. Elle a décidé d'en inventer un nouveau, en le choisissant en fonction de la jolie fleur qu'elle avait vue une fois. La jeune fille a levé fièrement la main et a annoncé avec un sourire éclatant, « Je m'appelle Kimnari ». Shaehondo a penché la tête et a demandé, « Force-tia ». La jeune fille a tapé du pied avec colère et a crié, « C'est Kimnari ». Puis, quelques minutes plus tard, la petite Nari a fièrement annoncé que le travail était terminé. Shondo a observé et a commenté que c'était terminé rapidement. Une clôture en pierre, soigneusement fabriquée par Shondo, entourait le terrain labouré. Puis il y a planté les mandragores. Les petites mandragores sautaient joyeusement avec des sourires éclatants, clairement excitées et pleines d'énergie dans leur nouvelle maison. Shondo les regardait et pensait qu'il aurait dû labourer le champ plus soigneusement. Pendant ce temps, Kimnari restait silencieuse, se contentant d'observer. Shondo tourna soudainement la tête, sentant quelque chose d'inhabituel. Son expression s'est affûtée alors qu'il remarquait clairement quelque chose qui avait attiré son attention. La petite Nari éclata soudainement en sanglots, les yeux remplis de tristesse. Shondo la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle pleurait en reniflant. Elle a admis que voir les mandragores lui rappelait ses amis perdus, et le souvenir la submergeait d'émotion. Shondo la regarda avec surprise, pensant en lui-même, des amis, il est impossible qu'elle ait eu quelque chose comme ça dans le laboratoire. Il n'arrivait pas à croire ses paroles, se sentant déconcerté par ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, les yeux de la petite Marie s'écarquillèrent de choc alors qu'un bruit terrifiant résonnait autour d'elle. Une larme coula sur sa joue, et elle haleta de peur. Des ombres sombres se sont répandues dans le ciel entourant la zone où se trouvait la petite maison et le potager. Shondo dit calmement à la petite Nari de ne pas être trop surprise, expliquant que le bruit effrayant était juste des monstres qui se chassaient les uns les autres, un son courant ici. La petite Nari, tremblant et accroupie sur le sol, a avoué nerveusement qu'avant de venir ici, elle avait vu un monstre qui ressemblait à un poussin, et il semblait que plusieurs monstres l'attaquaient. En entendant cela, Shondo a élargi ses sens et a calmement confirmé, il semble que oui. La petite Nari tremblait en écoutant. Sa voix était remplie d'inquiétude. Elle a dit qu'on aurait dit que la créature souffrait et qu'elle devait avoir mal. Elle a ajouté qu'il semblait avoir été mordu. Shondo, debout calmement à côté d'elle, a expliqué sans émotion que la créature serait bientôt mangée car c'était le royaume des démons après tout. Il lui a demandé si elle avait peut-être sauvé ce monstre. En entendant cela, la petite Nari s'est agrippée à sa tête, tremblant, elle a secoué la tête et a crié de désespoir, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait pas sauver les monstres. En voyant sa réaction, Shondo se demanda si les effets secondaires de la commande de lavage de cerveau l'affectaient encore. Il semblait qu'elle ne pouvait pas bouger selon sa propre volonté. Shondo s'est dit qu'il devait faire attention à ses paroles pour qu'elles ne sonnent pas comme des ordres. Souriant doucement, il a dit à la petite Nari, « Si tu aides, le monstre pourrait survivre. Veux-tu aller jeter un coup d'œil » En entendant cela, les yeux de la petite Nari s'écarquillèrent de surprise, clairement émue par ses paroles. Elle a crié, « Je reviens », alors qu'elle s'est lancée haut dans le ciel, laissant Shondo la regarder s'envoler vers le haut avec détermination. D'un autre côté, d'énormes monstres ressemblant à des insectes avec des ailes acérées et des yeux féroces se sont précipités agressivement, leurs mouvements rapides et menaçants remplissant le champ de bataille de danger. Leur cible, une petite créature duveteuse gisait sur le sol, faible et blessée, son corps tremblant de peur. L'un des monstres insectes géants l'a frappé avec une griffe acérée, visant à l'achever alors que la créature impuissante criait doucement de douleur. À ce moment-là, la petite Nari s'est précipitée, criant « Ne le tourmentez pas ». Elle a frappé le monstre insecte géant de toutes ses forces, le faisant reculer. La petite créature duveteuse au sol leva les yeux sous le choc alors qu'elle la défendait courageusement. La petite Nari serra fermement le poing, la détermination brillant dans ses yeux larmoyants. Avec une ferme résolution, elle se dit « Je vais le sauver ». Un souvenir du passé a devant ses yeux. Dans un couloir faiblement éclairé, deux enfants chuchotaient nerveusement. Pointant du doigt un petit robot, l'un a demandé si elle avait de nouveau pris la première place dans la bataille de classement. L'autre, transpirant d'inquiétude, a murmuré que si cela continuait, il serait utilisé pour des expériences dangereuses avec de fortes chances d'échec. Cela a mis ses enfants en colère, et ils ont pris le petit jouet jaune du petit robot et l'ont déchiré. Ils le jettent par terre avec des touffes de ses plumes éparpillées autour.
Les autres enfants ont crié avec colère, laissez-nous vivre aussi. Si seulement tu n'étais pas là. Ils se sont ligués, donnant des coups de pied et battant le petit robot. Recroquevillé sur le sol, le robot pensa tristement. Pourquoi? J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Le petit robot trembla. Dans son esprit, il a crié, ça fait mal. S'il vous plaît, arrêtez. La petite Nari n'a pas pu sauver son jouet là-bas, alors cette fois, elle a décidé de sauver cette petite créature blanche. La petite Nari a crié de toutes ses forces, arrêtez. Son cri a résonné alors que le sol tremblait. Du liquide vert a éclaboussé et l'énergie a jailli vers l'extérieur. La force de sa volonté a poussé contre le chaos, exigeant que tout s'arrête. Elle serra fermement le poing, les yeux brûlants de colère et de douleur. Elle a crié que beaucoup de gens qui tourmentent une seule personne, c'était mal. Sa voix était remplie du poids de ses émotions alors que l'énergie flambait autour d'elle. La petite Nari a crié de toutes ses forces, déclarant que s'en prendre à une seule personne était une mauvaise chose. Avec une détermination féroce, elle s'est précipitée en avant, son énergie jaillissant sauvagement alors qu'elle frappait les attaquants. D'un autre côté, Chaehandu s'est agenouillé sur le sol, touchant doucement les petites mandragores sur le sol, leur donnant de l'énergie. Les regardant de près, il a demandé doucement, est-ce délicieux? À ce moment-là, la petite Nari a crié fort, appelant, Monsieur Chaehandu a sursauté, a rapidement tourné la tête pour lui demander, mais il s'est figé au milieu du mot. Les yeux de la petite Nari se sont remplis de larmes alors qu'elle serrait la petite créature dans ses bras. Paniquée, elle a crié. La petite Nari tenait fermement la petite créature blessée dans ses bras. Ses yeux tourbillonnaient comme si elle avait perdu connaissance, et de faibles marques et contusions couvraient son corps. Chondu essaya de se calmer, mais se figea alors sous le choc. Cette minuscule créature lui rappelait le monstre blanc aux yeux de feu et à la présence brûlante qu'il avait dépecé auparavant. Il fixa la créature, un sentiment étrange l'envahissant. Elle semblait familière. La petite Nari serra la petite créature dans ses bras, le visage rempli de larmes et de panique. Elle leva les yeux désespérément et cria, appelant son oncle Chengdu, lui demandant ce qu'il devait faire. Avec des mots tremblants, elle expliqua que la créature ne se réveillerait pas, sa peur et son impuissance étant évidentes dans sa voix. Elle cria que ça n'avait pas l'air bon et demanda avec crainte si elle était en train de mourir. Chondu s'approcha d'elle calmement et lui dit qu'il devrait regarder de plus près. Il tendit lentement la main, une énergie bleue tourbillonnant doucement autour de ses doigts alors qu'il se préparait à utiliser son pouvoir. Il posa sa main brillante doucement sur la créature, l'énergie bleue coulant autour de ses doigts. Après avoir vérifié, il soupira de soulagement et pensa que, heureusement, la blessure ne semblait pas mortelle. Il réalisa que la magie de chaque monstre portait en elle une histoire unique, quelque chose qui rendait chacun différent de l'autre. Il remarqua que la créature avait diminué de taille et que sa couleur était devenue plus claire, mais il était certain qu'il s'agissait toujours du même type de monstre immortel qu'auparavant, maintenant faible et à peine conscient dans les bras de la jeune fille. Chondo se demandait pourquoi la créature avait tellement rétréci et si sa façon de guérir était différente de la sienne. Pendant ce temps, la petite Nari, tenant la petite créature dans ses bras, demanda anxieusement si elle était vraiment en train de mourir. Chondo expliqua que la créature n'était pas en train de mourir, mais simplement mal nourrie. Il fit remarquer qu'elle avait rétréci parce qu'elle n'avait pas pu obtenir suffisamment de nourriture. La petite Nari répéta le mot mal nourri avec surprise, essayant de comprendre. Kyungdo expliqua qu'il avait donné de la mana à la créature, donc s'il la laissait tranquille, elle se rétablirait d'elle-même. En entendant cela, la petite Nari baissa les yeux sur la créature silencieusement, le visage rempli d'inquiétude. Elle se rappela son passé où deux enfants étaient très en colère contre elle, et ils avaient détruit son petit jouet en peluche usée. En regardant cette petite créature, elle se souvint de toi. Elle souleva la petite créature faible avec de l'inquiétude dans les yeux. Elle plaida que si on la laissait tranquille, elle mourrait sûrement. Soulignant son état, elle la compara à un gâteau de riz, mou et sans vie dans ses mains. La petite Nari serra fermement la petite créature contre sa poitrine, les yeux remplis de détermination. Elle demanda si elle pouvait l'élever, disant qu'elle voulait s'en occuper. Nerveusement, elle promit qu'elle l'entraînerait correctement et la nourrirait bien aussi. Sa voix trembla lorsqu'elle demanda si cela serait possible. Chondu avec un sourire calme fit remarquer que la créature pourrait devenir assez grande dans le futur. La petite Nari insista rapidement sur le fait qu'elle ne nourrirait la créature qu'un peu. Chondu lui permit alors de faire comme elle le souhaitait. En entendant cela, les yeux de la petite Nari s'illuminèrent de joie, et elle demanda avec incrédulité s'il le pensait vraiment. Chondo dit oui et suggéra qu'elle pouvait laisser la créature se promener dans la cour et même garder la maison. Pendant qu'il parlait soudainement, la petite créature ouvrit lentement les yeux, paraissant faible et confuse. D'une voix hébétée, elle se demanda « Où suis-je » Et la petite créature suivante fut soudainement secouée sous le choc en remarquant Chaehandu debout devant elle. Les yeux de la petite créature s'écarquillèrent d'alarme en reconnaissant l'hymne. D'une voix tremblante, elle pensa « C'est celui qui a pris ma peau ». À l'époque, en entendant la voix de la créature, la petite Nari baissa les yeux. Ses yeux s'illuminèrent d'excitation alors qu'elle serrait la petite créature dans ses bras. Pendant ce temps, le visage de la créature se tordit de peur et de choc, de la sueur coulant alors qu'elle réalisait le danger dans lequel elle se trouvait.
La petite Nari souleva la créature ronde haut dans les airs avec excitation, criant qu'elle était réveillée et faisant même des bruits de tourterelle. Pendant ce temps, la créature, transpirant nerveusement, était choquée et confuse. Se demandant pourquoi une fille était dans le monde des démons, la petite Nari serra la petite créature dans ses bras avec des cœurs dans les yeux, criant joyeusement qu'elle était enfin vivante. La créature, cependant, se débattait et suppliait d'être relâchée. Shondo, regardant la scène se dérouler, avait l'air confus. La petite créature cria avec colère, exigeant d'être relâchée. En entendant cela, les yeux de Shondo s'écarquillèrent de surprise alors qu'il réalisait qu'il pouvait réellement comprendre ce que disait la créature, puis quelque chose plus tard, la petite Nari annonça fièrement que le traitement de la petite créature était terminé. La créature ronde, maintenant enveloppée étroitement dans des bandages, gémit de frustration, disant qu'elle ne pouvait plus bouger du tout. Avec de l'excitation pétillant dans ses yeux, la petite Nari regarda son oncle et lui dit qu'elle avait déjà choisi un nom pour elle. La petite créature cria avec colère pour être relâchée. Ignorant ses protestations, la petite Nari suggéra joyeusement de l'appeler Ko puisqu'elle faisait des sons de roucoulement comme un pigeon. Shondo, portant de l'eau rondin sur son épaule, regarda et dit simplement que le nom n'était pas mauvais. La petite créature se plaignit avec colère d'être nommée sans permission. Elle leur rappela qu'elle avait déjà son propre nom. La petite Nari, cependant, la regarda simplement avec curiosité, impassible face à sa protestation. Elle versa un seau d'eau sur la petite créature, pensant qu'elle avait soif parce qu'elle n'arrêtait pas de faire du bruit. Elle pensait que lui donner plus d'eau l'aiderait à arrêter de pleurer, mais la petite Nari paniqua en voyant la créature gonfler comme un poisson globe et demanda à son oncle quoi faire. La petite créature supplia faiblement que l'eau s'arrête. En regardant cela, Shondo réalisa que Nari ne comprend pas la langue de cette créature. Il lui dit calmement que la créature avait déjà eu assez d'eau. La petite Nari réalisa soudainement que la créature pourrait avoir faim. Avec excitation, elle cria qu'elle allait chercher de la nourriture pour elle et s'enfuir rapidement. Après son départ, Shondo remarqua que de nombreuses petites tâches s'accumulaient. Pour rester organisé, il décida qu'il serait préférable de construire un meuble de rangement. Il mesura les rondins et pensa que le meuble devrait avoir à peu près cette taille. Il n'avait pas besoin d'être trop grand, juste assez pour servir son objectif. Avec sa lame à main, il essaie de couper le rondin, mais il se brise en morceaux, ce qui fit que Shondo s'arrêta de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il coupe si facilement. Il resta perplexe et marmonna, se demandant ce qui n'allait pas. Puisqu'il l'avait construit de la même manière qu'il avait fabriqué la table et la chaise, la petite créature, enveloppée dans des bandages, claqua sa langue et expliqua que le bois était différent. Elle fit remarquer que celui devant lui était du bois tendre, facile à casser. En entendant cela, Shondo réalisa que la résistance du bois variait selon le type et posa des questions à ce sujet. La créature surprise, dit que c'était évident, et ne pouvait pas croire qu'il ne le savait pas. Curieux, Shondo demanda alors quelle couleur de bois était la plus résistante. La créature commença avec assurance à dire que le bois le plus résistant était évidemment le rouge, mais elle se figea soudainement sous le choc, ses yeux s'écarquillant de surprise. La créature paniqua et demanda si l'homme venait de comprendre ce qu'elle avait dit. Shondo, plongé dans ses pensées, marmonna à propos du redwood. L'ignorant, la créature devint prudente et pensa qu'il fallait essayer, même si cela semblait impossible. Les yeux brillants, elle décida de tenter de lire dans l'esprit de l'homme. La créature activa sa capacité, et une lumière brillante l'entoura. Elle utilisa la télépathie pour lire directement les pensées. Mais le pouvoir de chimère de Shondo s'activa et fouilla attentivement toute la forêt. Mais peu importe ses efforts, il ne trouva aucun séquoia. Il se demanda si le séquoia ne poussait que dans un endroit différent. Pendant ce temps, la petite créature était choquée. Réalisant que Shondo avait bloqué sa télépathie instantanément, elle pensa que c'était bien plus qu'un simple blocage. Elle demanda nerveusement, incrédule, si Shondo pouvait réellement entendre ses pensées. Shondo expliqua que ce n'était pas exactement comme entendre une voix. Au lieu de cela, les mots apparaissaient simplement dans son esprit. Puis, avec un regard sérieux, il ajouta qu'il y avait quelque chose d'encore plus important à discuter. Il souligna qu'il était encore plus étrange pour un monstre de comprendre le langage humain. La petite créature se figea, surprise, et balbutia. Voyant son hésitation, Shondo réalisa que la créature devait être l'un des rares monstres intelligents qui naissent contre toute attente. Bien qu'il ait entendu parler de tels êtres auparavant, c'était la première fois qu'il en voyait un en personne. Il regarda de près et demanda calmement s'ils s'étaient déjà rencontrés. La créature répondit oui et admit qu'elle avait vraiment voulu le revoir. Surpris, Shondo demanda pourquoi elle ressentait cela. La créature dit que peu importait la raison, mais Shondo lui avait sauvé la vie. À cause de cela, elle voulait le rembourser et l'aider s'ils se rencontraient à nouveau. En entendant cela, Shondo réalisa qu'à l'époque, il avait retiré le poison, ce qui avait permis au noyau immortel de la créature de survivre, c'est pourquoi elle avait réussi à vivre. Il demanda si la créature pouvait l'aider maintenant. Surprise, la petite créature répondit nerveusement, lui demandant s'il voulait dire à cet instant précis. L'œil de la petite créature s'écarquilla, montrant sa nervosité et son hésitation face à la demande de Shondo, mais la petite créature accepta avec détermination.
Elle déploya ses ailes et déclara qu'elle guiderait Chondu vers l'endroit où poussaient les arbres rouges. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt, la petite Nari qui allait chercher de la nourriture pour les petites créatures cria de peur, courant désespérément alors que des boules de feu flamboyaient derrière elle. Les larmes aux yeux, elle cria de s'en aller, hurlant qu'elle détestait le laboratoire. La petite Nari courait tandis que des flammes brûlaient derrière elle. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle criait de douleur, hurlant qu'il faisait trop chaud, tomba soudainement face contre terre, et cette boule de feu frappa le mur en face, et une explosion massive éclata devant elle, des flammes et des débris se dispersant partout. Voyant que la petite Nari tremblait de peur, les larmes coulant sur son visage. Elle pensait que le laboratoire était venu la capturer. La panique envahit son esprit alors qu'elle pleurait, terrifiée par les flammes, admettant qu'elle détestait le feu plus que tout. D'un autre côté, une personne tenait un appareil affichant un radar avec un point rouge. En l'observant attentivement, ils confirmèrent sans aucun doute qu'elle était la créature mécanique, celle capable de changer librement de forme. Un grand homme aux cheveux longs marchait calmement à travers les flammes déchaînées, son expression froide et sérieuse. Le feu l'entourait, mais il semblait complètement impassible, tenant une énergie brûlante dans sa main alors qu'il s'avançait avec autorité. L'homme regarda droit devant lui avec une expression froide et sérieuse. Entouré de flammes, il s'avoua à lui-même qu'il ne se sentait pas bien d'attaquer un enfant, mais il était prêt à le faire quand même. Les yeux de l'homme brûlaient de détermination tandis que les flammes tourbillonnaient dans sa main. Il cria férocement, expliquant que sa vie était en jeu. Espérant que l'enfant comprendrait pourquoi il devait se battre, l'homme avança sa main, libérant une vague massive de feu. Les flammes rugirent violemment, se précipitant vers la petite Nari qui avait l'air minuscule et impuissante au loin. L'homme cria que c'était la fin alors que les flammes se précipitaient vers l'avant. Les yeux de la petite Nari s'écarquillèrent de peur, les larmes coulant sur son visage, son corps figé par le choc alors qu'elle réalisait le danger qui approchait. Juste à ce moment-là, avec la petite créature perchée sur son épaule, Chondu apparut juste devant la petite Nari, arrêtant le feu à main nue. Derrière lui, la petite Nari effrayée essuya ses larmes. Chondu pensa que tout ce qu'il avait voulu, c'était finir de construire le placard et manger en paix, mais maintenant il était forcé de se battre. Les yeux de la petite créature brillèrent de détermination alors qu'elle utilisait sa télékinésie et dit à Chondu qu'elle révélerait l'emplacement des arbres plus tard. Pour l'instant, sauver l'enfant était la priorité absolue. Les yeux de Chondu brillèrent de détermination, prêt à agir. Kim Nari était assise tremblante sur le sol, se serrant la tête en marmonnant pour que le feu disparaisse. En la voyant, Chondu réalisa qu'elle était terrifiée par les flammes et qu'elle n'était clairement pas dans un état d'esprit stable. Il dit calmement à la petite créature qu'il devrait d'abord éteindre le feu. La petite créature sur son épaule acquiesça, en colère à l'idée que quelqu'un harcèle un enfant, qualifiant cela d'acte d'ordure. Voyant Chondu, l'homme enveloppé de flammes lança un regard noir et exigea « Vous n'êtes clairement pas un homme des cavernes. De quel côté êtes-vous » Il plissa les yeux et ajouta « Vous en voulez aussi à la créature mécanique, n'est-ce pas ? Alors écoutez attentivement. Je ne le dirai qu'une fois. Partez tant que vous le pouvez encore. » Chondu et ce type du feu se tenaient l'un en face de l'autre, la tension remplissant l'air. L'un était enveloppé de flammes, tandis que l'autre restait calme et stable. Brisant le silence, le Chondu parla fermement. « Tu parles trop. » Cela fit rugir de fureur le type du feu, englouti par les flammes. Il cria que son adversaire devenait arrogant, sa rage se déversant avec le feu autour de lui. Puis, les dents serrées, il grogna de ne pas gâcher l'instant. Le type du feu consumé par la fureur et les flammes cria fort à son adversaire de se perdre. Avec le feu qui faisait rage autour de lui, il frappa ses mains sur le sol, envoyant une puissante attaque enflammée. Voyant que Chondu se tenait ferme avec une expression sérieuse, ses yeux perçants de concentration, il leva la main et pointa vers l'avant, une lumière bleue brillante jaillissant de ses doigts. Chondu pointa vers l'avant, libérant une puissante explosion d'énergie bleue qui se heurta à l'attaque enflammée de ce type du feu. L'attaque de Chondu créa une explosion massive de lumière et de force lorsqu'elle frappa la montagne derrière le type du feu. Une explosion éclata avec une lumière aveuglante, choquant le type du feu. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il murmurait, confus. Quoi ? Le visage du type du feu se tordit de choc alors que des débris pleuvaient autour de lui. Ses yeux s'écarquillèrent et la sueur coula sur son visage alors qu'il haletait d'incrédulité. Trop stupéfait pour parler, seul un cri d'alarme lui échappa. Alors que la poussière et les débris retombaient à l'intérieur de l'énorme cratère, Chondu demanda doucement à la petite Nari si elle allait bien. La petite Nari a dit qu'elle allait bien maintenant. Elle essuya ses larmes, sa voix douce de soulagement. Elle a dit que l'oncle avait éteint le feu. Se sentant plus en sécurité maintenant, en regardant Kim Nari, Chondu parla calmement. Il lui a dit que chaque fois qu'elle avait peur, elle devait l'affronter directement et vaincre la peur elle-même. Pendant ce temps, le gars du feu était allongé, battu et immobile sur le sol. Chondu attrapa le gars du feu par les cheveux et dit fermement que quand il se réveillerait, il devrait arrêter ça, disant qu'il balançait ce gars du feu en l'air. Mais juste au moment où il tenait l'ennemi par les cheveux, il s'arrêta, ses yeux s'écarquillant de surprise en réalisant que quelque chose n'allait pas. Chondu regarda en arrière et vit que le gars du feu était allongé sur le sol et que sa tête était maintenant chauve. Chondu le regarda avec confusion et s'exclama « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
En regardant la tête chauve du gars du feu, Shondo se demanda s'il avait toujours été chauve. La petite créature assise sur la tête de la petite Nari était très ennuyée et traita le gars du feu de petit morveux. Même la petite Nari le regarda avec de grands yeux, clairement confuse alors que la lumière du soleil se reflétait sur la surface lisse d'une tête brillante, révélant qu'elle était complètement chauve. La petite Nari murmura doucement le mot chauve avec surprise. Elle éclata de rire, se tenant le ventre et pleurant à chaudes larmes tellement elle riait. Elle trouva la tête chauve hilarante et cria qu'être chauve était drôle. La petite Nari riait bruyamment, appelant le gars du feu le chauve. Elle dit qu'elle n'avait plus peur de lui. En entendant cela, Shondu la regarda en silence. Il était confus car pendant qu'il se battait contre ce gars du feu, il réalisa que l'adversaire n'était pas assez fort pour vaincre la petite Nari. À ce moment-là, les petits yeux brillèrent vivement alors qu'il se préparait à utiliser son pouvoir. Il expliqua que cela rendrait tout clair. La capacité, appelée résonance mentale, lui permettait de regarder dans les souvenirs d'une autre personne. Soudain, les yeux de Shondu brillèrent également d'une lumière dorée alors que le pouvoir le traversait. La capacité de la petite créature lui permettait non seulement de regarder dans les souvenirs, mais aussi de partager ses souvenirs avec les autres. Dans les souvenirs de la petite Nari, Shondu vit une pièce sombre. Là, un homme en blouse de laboratoire se tenait devant un écran brillant, sa posture tendue alors qu'il s'appuyait sur la table. Un rire bas et inquiétant s'échappa de lui, résonnant dans la pièce. Les lunettes de l'homme brillaient vivement, cachant ses yeux alors qu'il souriait avec un sourire tordu. Son expression était remplie d'une excitation sinistre. Une petite créature gluante tremblait nerveusement, ses yeux ronds montrant de la peur alors qu'elle se déplaçait sur le sol. C'était la petite Nari quand elle venait d'être créée. En regardant sa réaction, l'homme remarqua qu'elle semblait maintenant l'éviter et nota que la glu avait finalement commencé à développer un sens de soi. L'homme étendit sa main, des flammes bleues brûlant autour de ses doigts. Sa voix était froide et autoritaire alors qu'il appelait la glu, lui disant de s'approcher. L'homme parla d'un ton froid et méprisant, disant qu'il n'y avait rien à craindre. Pour lui, ce n'était qu'un autre test de durabilité, rien de plus. Un cri fort résonna alors que cet homme brûlait mademoiselle petite Nari avec du feu. En voyant tout cela, Shondo comprit finalement tout, il posa doucement sa main sur la tête de la petite Nari et la félicita, disant qu'elle avait bien fait. La petite Nari leva les yeux vers lui avec confusion, ne comprenant pas entièrement. Shondo pensa que les traumatismes ne disparaissent pas si facilement, mais c'était peut-être la première étape vers la guérison. Puis, en regardant ce chauve, Shondo se demanda ce qu'il devrait faire de lui. La petite créature tapota la tête du chauve pour vérifier s'il est réveillé. Soudain, la petite Nari eut une idée. La petite Nari se tenait fièrement avec ses mains sur ses hanches. Des étoiles scintillaient autour d'elle alors qu'elle annonçait avec confiance qu'elle avait une excellente idée. Puis quelques minutes plus tard, cet homme chauve était ligoté par des robes, était retenu sous une cascade. L'eau déferla puissamment, rendant son manteau et ses bottes trempées. En le voyant, la petite Nari cria avec excitation que s'il était mouillé, son feu s'éteindrait. Et maintenant, l'oncle chauve n'était plus effrayant. L'homme chauve se tenait là, trempé et stupéfait, l'eau dégoulinant de son visage. Il admit avec frustration que ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu dans le monde des démons. Quand la petite Nari vit que l'homme chauve s'était réveillé, elle pointa du doigt avec colère le chauve sous la cascade et le traita de mauvais oncle chauve. L'homme trempé serra les poings de frustration, pensant en lui-même avec agacement. Pendant ce temps, Shondo à proximité rappela à la petite Nari de ne pas juger les gens uniquement sur leur apparence. La petite Nari sourit malicieusement tandis que Shondo tenait calmement un pot avec un doux sourire. En regardant sa réaction, il pensa qu'elle pourrait récupérer plus vite qu'il ne l'avait prévu. Puis Shei et Hondo s'accroupit près de la rivière, remplissant un pot d'eau. La petite créature vola à proximité, le regardant de près et lui demandant ce qu'il faisait. Calmement, Shondo répondit qu'il prenait de l'eau pour faire des ramen. En entendant cela, Kimnari cria avec excitation, déclarant que les ramen aux poissons de l'oncle étaient les meilleurs. Shondo la regarda avec un léger sourire et demanda avec incrédulité, « Vraiment ?» Shai-Hondo demanda si la tribu des noix de coco mangeait aussi des ramen aux poissons. Embarrassé, Kimnari leva rapidement les poings et cria qu'ils en mangeaient, insistant sur le fait que la tribu des noix de coco adorait les ramen. Pendant ce temps, de l'eau éclaboussa ce chauve. De l'eau dégoulina sur le visage de l'homme alors qu'il plissait les yeux. De son regard perçant, il jugea que Shondo était au moins un chasseur de classe A+. Il pensa que Shondo pourrait être encore plus fort, cachant juste sa véritable capacité. Pendant ce temps, Kimnari éclaboussa dans l'eau en donnant des coups de pied avec ses jambes, criant qu'elle allait attraper le poisson. À côté d'elle, Shondo tenait calmement un pot en la regardant. En le regardant, l'homme chauve pensa que Shondo était probablement un chasseur reclus vivant hors réseau. Pendant ce temps, Shondo regarda l'eau et murmura qu'il en aurait besoin de plus s'il cuisinait pour 3. En les voyant se préparer à faire des ramen frustrés, le chauve pensa qu'attraper quelqu'un puis s'asseoir pour manger des ramen, même pour le monde des démons, cette situation semblait complètement fausse et gâchée. Soudain, la petite Nari sortit de l'eau avec une expression féroce, tenant de grands poissons pointus à dents dans ses mains tandis qu'un autre s'accrochait à sa tête. Avec enthousiasme, elle cria fièrement à son oncle qu'elle avait attrapé un poisson.
Shondo dit à la petite Nari de lui donner juste un poisson et de relâcher le reste dans l'eau. En voyant ce poisson, ce chauve fut choqué. La petite Nari accepta rapidement et l'exhorta à se dépêcher pour qu'elle puisse le jeter. L'homme chauve fixa nerveusement l'étrange poisson, la sueur coulant sur son visage. Il se demanda quelles étaient ces créatures et craignait que l'utilisation d'une seule ne rende le bouillon terrible. La petite Nari laissa tomber l'étrange poisson dans le pot rempli d'eau, le faisant éclabousser. En regardant cela, l'homme chauve devint de plus en plus mal à l'aise, se demandant pourquoi Shondo utilisait autant d'eau en premier lieu. Frustré, le chauve se demandait même s'il savait comment faire des ramen. Pendant ce temps, la petite Nari courait joyeusement avec de petites créatures assises sur sa tête, criant que c'était l'heure des ramen et qu'elle était excitée. Shondo suivait calmement derrière, tenant la marmite d'eau. Le chauve leur cria soudain d'attendre. Kim Nari s'arrêta net. Shondo s'arrêta aussi derrière, l'air légèrement confus. Le chauve luttait dans l'eau qui coulait, l'air désespéré. Il demanda s'il pouvait enfin le laisser descendre. Avec de la frustration dans sa voix, il cria qu'il allait cuisiner lui-même le repas. Et puis, quelques minutes plus tard, le chauve se tenait à une table en bois sous un projecteur, y déposant un paquet de ramen. Pour certains, les ramen n'étaient que de la nourriture. Mais alors qu'il ouvrait soigneusement le paquet avec des mains tremblantes, il pensait différemment. Pour lui, à ce moment-là, ce n'était pas seulement des ramen. C'était une question de vie ou de mort. Shondo et la petite Nari, ainsi que la petite créature, étaient assis à proximité avec des expressions sombres, regardant silencieusement, leurs yeux rouges brillant de faim et d'anticipation. Le chauve se rappela que les ramen devaient être faits avec sincérité. Il décida de s'en tenir aux bases puisqu'il ne connaissait rien de sophistiqué de toute façon. Le chauve se tenait devant une marmite, concentré et sérieux. Il fit confiance à son instinct pour décider de la quantité d'eau puisqu'il cuisinait 3 portions. Il ajouta les nouilles et la base de soupe dans l'eau bouillante, sachant qu'il fallait cuire exactement pendant 4 minutes et 30 secondes. Avec son rythme cardiaque stable à 60 battements par minute, il décida de compter 270 battements pour suivre le temps parfait. Au fil des secondes, il se concentra profondément, ses battements cardiaques le guidant. Finalement, quand le moment fut venu, il souleva les nouilles dans les airs, criant sa technique, douche d'air. C'était une étape cruciale. Exposer ainsi les nouilles à l'air ajoute cette texture moelleuse parfaite aux nouilles. Transpirant mais déterminé, le chauve pensa que du kimchi aurait rendu le plat complet, mais se rappela que c'était le monde des démons. Pourtant, il sourit, sachant qu'il avait donné le meilleur de lui-même. Les ramen étaient terminés, et il n'avait aucun regret. La marmite de nouilles brillait, étiquetée comme la sincérité de Namgi. Ramen. Ils avaient un score de saveur de 90, 24 glucides, 18 protéines, 20 calcium et 20 graisses. Le chauve servit soigneusement les ramen, les offrant aux autres et leur demandant de les goûter. La petite Nari sembla surprise, notant que c'était différent des ramen de l'oncle. Shondo acquiesça et se prépara à les goûter. Shondo prit une bouchée, disant qu'il allait voir quel goût ça avait. Bientôt, tous les trois, y compris la petite créature, étaient assis à la table ensemble, mangeant les ramen. Alors qu'ils les goûtaient, leurs yeux s'écarquillèrent de choc. Shondo, la fille et la petite créature réalisèrent tous quelque chose en même temps. Ce goût était spécial. Ils furent submergés comme s'ils étaient transportés dans un autre monde. Eh bien, en gros, ils étaient dans un autre monde, mais c'était comme un monde complètement différent. Ils pensèrent en eux-mêmes que ce n'était pas juste de la nourriture. C'était le vrai goût de la sincérité. Le visage de la petite Nari s'illumina de joie alors qu'elle s'exclamait que c'était délicieux. La petite créature gazouilla en demandant si les humains mangeaient de tels aliments tout le temps. Shondo sourit, admettant qu'il était même impressionné avant de suggérer qu'il mange d'abord. Après le repas, la petite créature était allongée sur la table, complètement repue et épuisée, laissant échapper un son satisfait. Shondo posa également ses baguettes sur la table après avoir mangé. Le chauve rit nerveusement et demanda si la nourriture convenait à leur goût. Shondo, la petite Nari et la petite créature avaient déjà fini de manger, leur bol complètement vide. Shondo resta silencieux pendant un moment. Puis, avec un regard sérieux, il dit à l'homme de fixer son prix. Le chauve fut choqué et confus. Shondo expliqua que le repas était bien trop bon pour être mangé gratuitement. Il insista pour que le chauve demande quelque chose en retour, et si c'était dans ses capacités, il l'accorderait. Surpris, le chauve demanda s'il le pensait vraiment. Quand Shaehondo confirma, le chauve tomba au sol, s'inclinant profondément, et cria de lui enseigner. L'homme révéla son nom, Hunter Namgi, et supplia d'être entraîné. Il déclara qu'il voulait devenir fort comme Shondo. Shondo sembla confus, demandant pourquoi on l'appelait ainsi et ce que Nam voulait dire par enseigner. Namgi, toujours incliné, loua Shondo comme le chasseur le plus fort qu'il ait jamais rencontré. Il supposa que Shondo devait être ici pour une mission à long terme, à en juger par sa maison. Désespéré, Namgi essaya de le convaincre davantage. Il affirma qu'il pouvait cuisiner de nombreux autres plats et avait même des certifications, bien qu'il admit qu'il n'en avait pas vraiment. Il cria que son père possédait une boutique de poulet frit et qu'il pouvait faire du poulet frit incroyable. C'était vrai. Insistant davantage, Namgi souligna combien il devait être pénible de passer constamment par la porte pour les fournitures et les vêtements.
Il offrit d'être le coureur de Shondo, gérant les courses pour lui. Finalement, il promit même de payer n'importe quel prix que Shondo voulait en échange de leçons. Le chauve s'agenouilla devant Shondo, sa voix remplie de désespoir. Il implora d'avoir la chance de s'entraîner sous lui, déclarant son rêve d'atteindre une classe. Shondo, cependant, resta calme et ne posa qu'une seule question. Il voulait connaître la vraie raison pour laquelle le chauve avait attaqué la petite Nari. Était-ce vraiment juste pour la prime? L'homme balbutia, confus, demandant si Shondo voulait dire le robot. Avant qu'il ne puisse finir, Shondo murmura rapidement qu'il devait s'en tenir à l'histoire de la tribu Coconut et jouer le jeu. Réalisant son erreur, l'homme accepta nerveusement. Baissant la tête, les larmes se formant dans ses yeux, il admit que c'était personnel et difficile à expliquer. Mais bientôt sa voix devint plus forte avec l'émotion alors qu'il criait qu'il ne se souciait pas des récompenses ou de la petite Nari du tout. Ce qui comptait pour lui, c'était de réussir le test de rang de chasseur. Rien d'autre. Shondo l'a étudié un instant avant de donner un ordre simple. Il a dit à l'homme de se lever. Surpris, l'homme a demandé pourquoi, mais Shondo s'est levé, son corps brillant légèrement d'énergie. Il a expliqué qu'après avoir apprécié un bon repas, s'entraîner était le moins qu'il pouvait offrir en retour. Le visage de l'homme chauve s'est illuminé de gratitude alors qu'il s'inclinait profondément. Il a remercié Shondo de tout son cœur. Juste à ce moment-là, la petite Nari a soudainement pris la parole. Elle a claqué ses petites mains sur la table et a exigé de s'entraîner à la place. Shondo s'est tourné vers elle et lui a demandé si elle était certaine. Avec une détermination ardente dans ses yeux, elle s'est souvenue de la leçon qu'il lui avait donnée autrefois. Quand tu as peur, élimine-la. S'accrochant à ces mots, elle a déclaré qu'elle voulait relever le défi elle-même. En entendant cela, l'homme chauve a gloussé nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère. Il a rappelé à la petite Nari que bien que Shondo soit certainement fort, lui-même n'était pas exactement faible non plus. Mais le regard perçant et le silence inébranlable de la petite Nari ont clairement indiqué qu'elle n'allait pas reculer. Chayondo a regardé Nam Jee-seok et lui a demandé s'il pouvait casser la pierre noire géante devant eux. Nam Jee-seok s'est figé sous le choc et a rapidement expliqué que la pierre était de l'obsidianite, un matériau réputé être plusieurs fois plus dur que les diamants. Il a ri nerveusement, disant qu'il était impossible de la casser à moins d'être au moins un chasseur de classe A. Mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, la pierre s'est soudainement brisée avec une forte explosion, le laissant les yeux grands ouverts et tremblants d'incrédulité. Nam Jee-seok s'est figé, son visage pâle sous le choc alors que la sueur coulait sur sa joue. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer, Kim Nari s'est levée, son petit corps brillant d'énergie. C'est elle qui a utilisé son pouvoir pour casser cette obsidienne. Avec une expression féroce, elle a pointé sa main vers lui et a déclaré avec assurance, « Oncle Chauve, sors. Entraînons-nous. » Nam Jee était connu comme un éveilleur naturel, autrefois considéré comme un chasseur très prometteur. Contrairement à la plupart des gens qui ont éveillé leur pouvoir à la fin de leur adolescence, il s'est d'abord éveillé à seulement 8 ans. Cela a fait de lui un cas exceptionnellement rare. Avec du talent et des efforts acharnés, il a grandi à une vitesse étonnante. Avant même d'atteindre l'âge de 20 ans, il était déjà promu chasseur de rang B+. Son ascension a été fulgurante et la renommée a rapidement suivi. À cette époque, il rêvait de devenir le plus grand chasseur, et il avait l'impression que rien ne manquait à sa vie. Mais il y avait un défaut qui le hantait, ses cheveux. Alors que d'autres de son âge commençaient tout juste à s'éveiller, il a commencé à perdre ses cheveux beaucoup trop tôt. Ce qui avait commencé comme un éclaircissement au sommet du crâne au début de la vingtaine s'est rapidement transformé en une ligne de cheveux reculés au milieu de la vingtaine, formant une forme de M profonde. Le chasseur autrefois brillant, qui portait une telle promesse, se retrouva maintenant à fixer son propre reflet avec désespoir, serrant ses cheveux clairsemés et criant. Nam Jee a tout essayé pour empêcher ses cheveux de tomber. Il a suivi d'innombrables traitements et visité toutes les cliniques qu'il a pu trouver. Désespéré, il a dit au médecin qu'il avait de l'argent et qu'il pouvait payer une autre greffe, mais le médecin a seulement secoué la tête et a dit qu'il retomberait, lui disant d'abandonner. En entendant cela, Nam Jee a été laissé dans le désespoir et ne pouvait que pleurer malgré sa beauté et son talent naturel, rien n'a fonctionné. Autrefois, il avait été quelqu'un qui brillait plus que quiconque, mais avec le temps, cette lumière a commencé à s'estomper. Sa carrière de chasseur a également ralenti. Dans un test, il a été disqualifié, et les gens ont fait remarquer qu'il avait beaucoup à faire pour devenir un rang. Ses rêves s'évanouissant, Nam Jee s'est enfoncé de plus en plus dans la frustration. À la maison, entouré de bouteilles et d'ordures, il était allongé sur le canapé en regardant la télévision. Puis, un jour, une émission a présenté le docteur Han Myung-do de l'Institut Ambi. L'animateur l'a interrogé sur un cas inhabituel issu de ses recherches. Le médecin a expliqué que le métal liquide était un matériau rare, même dans le monde des démons, mais que quelqu'un l'avait accidentellement renversé sur sa tête. Par hasard, cela a fait repousser leurs cheveux. Le médecin s'est alors révélé. Ses cheveux étaient de nouveau épais et longs. Souriant, il a fièrement annoncé qu'il avait près de 90 ans, mais que grâce au métal liquide, ses cheveux étaient revenus. Voyant que Nam Jee était choqué, allongé sur le sol, il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Il se met très en colère en demandant quel genre de connerie c'est ça.
Mais comme ils le pouvaient, les journalistes ont ri et ont demandé aux scientifiques s'ils créeraient ensuite un remède contre la calvitie. En entendant cela, les yeux de Namgei se sont écarquillés avec un espoir soudain, son cœur battant la chamade, mais le médecin s'est contenté d'en rire, disant que le mystérieux monde des démons lui rappelait à quel point il comprenait peu. Il a parlé de servir l'humanité en tant qu'éveilleur, de créer davantage d'êtres mécaniques et de viser le premier prix majeur de la Corée. En entendant cela, Namgei a serré les poings. Pourquoi? Il pensa. Pourquoi courir après les prix alors qu'un vrai remède pourrait changer des vies? Il a crié de colère, brisant une bouteille. Crée juste un remède contre la calvitie. Cela aiderait réellement l'humanité, mais c'était inutile. Personne ne l'a entendu. Puis, quelques jours plus tard, il a lu des nouvelles choquantes. La créature mécanique de l'Institut Ambi était accidentellement tombée dans le monde des démons, voyant que les yeux de Namgei s'illuminaient parce qu'il sait que dans le monde des démons, il n'y a pas de règles, seulement la survie. Cela signifiait que quiconque le trouvait pouvait le réclamer. Déterminé, Namgei s'est juré qu'il le trouverait et le déverserait sur sa tête, notant que quoi qu'il arrive, ce sera le sien. Et maintenant, il était jeté au sol, le visage couvert de terre. Choqué, il murmura avec incrédulité, incertain de ce qui venait de se passer. Il réalisa qu'il avait été vaincu une fois de plus. La petite Nari debout devant lui célébrait joyeusement, tandis que Shondo secouait la tête, remarquant que Namgei n'avait même pas pu réussir un seul coup propre. Tout en travaillant avec Wood, Shondo a averti Namgei avec fermeté que s'il continuait à aussi mal performer, il ne serait pas autorisé à effectuer des navettes. Paniqué, Namgei a rapidement promis de faire mieux, suppliant d'avoir une autre chance. Shondo admirait fièrement le meuble qu'il venait de finir de construire. Il se sentait solide et robuste, probablement parce qu'il était fabriqué à partir de séquoia. La petite créature à ses côtés était d'accord, notant qu'il durerait longtemps. De loin, Shondo a ensuite regardé Namgei qui avait été battu plus tôt. Il n'a pas pu s'empêcher de penser que Namgei avait du cran. Malgré les coups reçus toute la journée, il restait droit et plein d'énergie. Serrant les poings, Namgei invoqua des flammes dans ses mains. Voyant que Shondo se demandait pourquoi Namgei semblait si plein d'énergie, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être parce que Namgei avait enlevé sa perruque. Alimenté par une détermination ardente, Namgei cria en demandant à la petite Nari un autre match, ses flammes brûlant vivement alors qu'il se préparait à se battre une fois de plus. La petite créature, observant la scène, admit que la capacité de flamme de Namgei n'était pas mauvaise, mais s'il ne pouvait même pas battre un enfant, ce n'était pas impressionnant. Entendant cela, Shondo souligna calmement que Kim Nari n'était pas une enfant ordinaire. Namgei chargea en avant avec des flammes traînant derrière lui, criant que cette fois il gagnerait sûrement. La petite Nari resta sur ses positions avec assurance et lui dit de se lancer. Avec une force ardente, Namgei frappa violemment, créant une explosion massive. Mais à son choc, le corps de la petite Nari se fondit soudainement en une forme liquide, s'échappant indemne. Namgei regarda, les yeux grands ouverts, stupéfait, et murmura avec incrédulité qu'elle s'était liquéfiée. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, la petite Nari réapparut derrière lui et lui donna un coup de pied dans l'estomac avec une force écrasante, envoyant Namgei voler en s'écrasant contre le mur derrière. L'impact secoua la zone, laissant Namgei enfoui dans les décombres du mur tandis que la petite Nari atterrissait avec grâce. Elle se tenait fièrement, riant, et déclara qu'elle n'avait plus peur du feu. Grâce à lui, allongé dans le cratère, Namgei laissa échapper un rire fatigué. Il se demanda si c'était la limite d'un rambé à vie, admettant à lui-même qu'il était à court de technique. Mais alors, la détermination brilla dans ses yeux. Refusant d'abandonner, il se remit sur pied. Il se dit qu'il se relèverait, car ou d'autre un homme fini comme lui pourrait-il vivre une telle bataille? Namgei, l'homme qui ne savait pas abandonner, se releva une fois de plus. Souriant à travers la douleur, il cria pour un dernier match contre Kim Nari, refusant de reculer, mais Namgei sentit soudain quelque chose de chaud couler de son nez. Surpris, il toucha son visage et réalisa qu'il avait un saignement de nez. Voyant cela, Shondo lui demanda combien de temps s'était écoulé depuis que Namgei était arrivé dans le monde des démons. Namgei réfléchit un instant avant de répondre qu'aujourd'hui était son 9e jour. Entendant cela, l'expression de Shondo devint sérieuse, il l'avertit qu'au niveau actuel de Namgei, rester plus longtemps dans le monde des démons pourrait le tuer à cause de l'énergie démoniaque. Namgei hésita, mais finit par admettre que cela avait du sens. Pourtant, Shondo le regarda avec confiance et dit à Namgei qu'il voyait en lui un potentiel de rang A, l'encourageant à donner le meilleur de lui-même. Choqué, Namgei se pointa du doigt avec incrédulité, mais Namgei baissa la tête, avouant qu'il avait échoué au test de rang A pendant 6 années de suite. Il expliqua que la plupart des gens considéraient cela comme désespéré après avoir échoué au même test pendant 3 ans, et qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire de cas de quelqu'un réussissant après autant d'échecs. Mais Shondo n'était pas d'accord. Il dit à Namgei qu'il avait encore de la marge pour progresser et que son trou de mana n'était pas encore pleinement développé. D'une voix ferme, il lui dit de ne pas abandonner. En entendant ces mots, les yeux de Namgei se remplirent de larmes. Submergé, Shai Hondo lui donna un dernier conseil, lui disant de nettoyer correctement l'énergie démoniaque une fois qu'il serait rentré.
Nam s'inclina profondément, le cœur brûlant de détermination. Il cria ses remerciements, jurant de tout donner. Alors que la voix de Nam résonnait, Shondo pensa en lui-même que, oui, il ferait de Namgei un rang A, un travailleur de rang A, c'est-à-dire. Puis, quelques minutes plus tard, Namgei portant des provisions demanda s'il y avait autre chose dont ils avaient besoin. Il mentionna qu'ils étaient à court de ramen. Au son de ce mot, les yeux de la petite Nari s'illuminèrent et elle sauta joyeusement. Shondo hocha la tête calmement, disant que c'était suffisant pour le moment. Namgei avec le sac à dos acquiesça et dit qu'il allait en chercher. Avant de partir, la petite Nari souhaita la sécurité à Namgei tandis qu'il cria en retour qu'il gagnerait certainement la prochaine fois. Soudain, il demanda à Shondo s'il avait vu sa perruque. Shondo secoua la tête et répondit qu'il ne l'avait pas vue. Avec un rire nerveux, Namgei décida de retourner quand même, se demandant toujours où elle était passée. Une fois qu'il eut disparu, la petite créature sembla mal à l'aise. Elle demanda si tout allait vraiment bien se passer. Shondu se tourna vers elle, perplexe, et lui demanda ce qu'elle voulait dire. La petite créature expliqua que si Namgei les trahissait, cela pourrait être dangereux, et il pourrait même amener d'autres chasseurs. Shondu lui rappela qu'elle pouvait lire les souvenirs et lui demanda ce qu'elle en pensait. La petite créature repensa et se souvint à quel point Namgei était sérieux à propos de devenir plus fort. Même sa calvitie était authentique. À tout le moins, sa sincérité le rendait sympathique. Souriant légèrement, Cheondu admit que Namgei pourrait en fait valoir la peine d'investir en lui. L'entendant parler, la petite Nari demanda à son oncle s'il pouvait vraiment comprendre ce que disait Q, la petite créature sur sa tête. Cheondu répondit avec désinvolture qu'il pouvait, en fait, comprendre le discours de Q. Puis tous les deux entrèrent dans la maison. Shondu montra fièrement le meuble qu'il avait construit, expliquant qu'il l'avait fait avec les conseils de Q. La maison semblait plus rangée maintenant, bien que la petite Nari ait souligné qu'elle se sentait toujours un peu sombre à l'intérieur. Entendant cela, Shondu fit une pause, puis demanda si elle voulait une fenêtre. Sans attendre longtemps, il utilisa son épée comme main et coupa dans le mur, mais soudain, des étincelles commencèrent à jaillir à côté de lui jusqu'à ce qu'une ouverture propre apparaisse. C'était la petite Nari qui utilisait les lasers de ses yeux pour créer une petite fenêtre pour elle-même. Elle se réjouit joyeusement que la luminosité soit meilleure. Shondo hocha simplement la tête avec satisfaction, mais il lui rappela que la nuit, ils auraient toujours besoin d'une source de lumière appropriée. Curieuse, la petite Nari demanda comment il pouvait en obtenir une. Shondo expliqua ce que sont les pierres lumineuses, des cristaux qui brillent dans l'obscurité. Quelques-unes d'entre elles au plafond maintiendraient la pièce lumineuse. Entendant cela, la petite créature, Q, fronça les sourcils et demanda s'il savait même où les trouver. Calmement, Shondo répondit que les pierres lumineuses pouvaient être trouvées dans les zones volcaniques. Entendant cela, l'expression de Q devint sérieuse, les zones volcaniques, après tout, étaient certaines des zones les plus dangereuses pour les chasseurs. Et il y avait autre chose. Q baissa la tête, sa voix lourde alors qu'il admettait que la zone volcanique était d'où il venait. La pensée d'y retourner le mettait mal à l'aise. Entendant cela, Shondo ne pouvait pas comprendre pourquoi Q avait l'air si sombre. Après tout, rentrer à la maison aurait dû être une bonne chose. Curieuse, la petite Nari serra Q dans ses bras et demanda à son oncle ce qu'il disait, notant que le ton de Q sonnait étrange, presque contrarié. Entendant cela, Q fronça les sourcils, réalisant que la petite Nari était plus perspicace que prévu, remarquant des choses que d'autres pourraient manquer. Shondo lui dit que Q était inquiet qu'ils aillent dans la zone volcanique. Il suggéra d'y aller seul, disant à la petite Nari et à Q de rester derrière, mais la petite Nari croisa les bras et refusa. Elle déclara qu'elle voulait y aller aussi, disant qu'elle n'avait plus peur du feu. Sa détermination a surpris Shon, il ne s'attendait pas à ce qu'elle surmonte sa peur si vite. Quand il a demandé à Q, Q a aussi accepté d'y aller. Il a admis qu'il avait des affaires inachevées à régler dans la zone volcanique. Voyant leur résolution, Shondu a finalement souri et a accepté. Il leur a dit à tous de se préparer. Mais d'abord, il fabriquerait un équipement spécial pour résister à la zone volcanique et utiliserait le pouvoir du monstre araignée. Au même moment, dans la zone volcanique, le sol tremblait alors que le volcan entrait en éruption, crachant du feu et de la fumée. De la fumée épaisse, une paire d'yeux brillants apparut, perçant et menaçant. Un grondement sourd résonna alors qu'une ombre massive commença à s'élever, secouant toute la zone volcanique. Quelque chose de terrifiant s'est réveillé du cœur du volcan au Shondo, la petite Nari et Q se dirigent ensuite.